Mais quand on s'est lancé, on a directement mis une certaine structure, on va dire, dans la manière dont on allait travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans, on va bricoler des trucs ensemble, on fait des petits machins et puis on voit si ça prend et tout. À chaque fois qu'on fait un truc ensemble, on le fait toujours, ok, genre, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour y arriver, et on met tout sur la table pour y arriver. Et je parlais pas du tout anglais, donc je suis parti à l'étranger. Je vais la faire courte, mais du coup, j'ai travaillé notamment dans la tech, donc LinkedIn, Meta, Salesforce. L'élément qui nous a permis d'arriver là où on est, c'est la résilience en réalité. Et plus ça avançait, plus j'avais des projets de côté, plus je montais en grade. Et donc là, à ce moment-là, on s'est dit, ok, vers quoi on peut se diriger? Quel business finalement génère principalement son chiffre d'affaires à partir de son image digitale? Ça faisait mal au cœur, hein. C'était une grosse décision et je pense que ça a été un moment très dur. Et après, on s'est dit, ok, si on crée un biz, on crée à Lisbonne. Là, l'IA, c'est pas si compliqué. Et non, franchement. C'est ce qu'on essaie vraiment de véhiculer à travers notre agence. En vrai, il faut arrêter de vendre le joint de culasse, tu vois, qui a l'air ultra complexe, que ton service, ton produit est complexe, comme ça tu peux le vendre cher. Non, en vrai, si tu vends quelque chose de cher et que tu as la valeur derrière qui est distribuée au travers de ton service, c'est fine, il faut juste expliquer ce que tu fais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Dylan Camara et Eddy Snoussi. Salut à tous les deux, comment est-ce que vous allez? Ça va, tout bien, exactement. Ça va plutôt bien, merci beaucoup pour l'accueil. Alors pourquoi est-ce que tu as dit tout bem? Parce que nous sommes à Lisbonne, on est dans le cadre de la série Serial X Lisbonne, où je pars à la rencontre d'entrepreneurs francophones qui sont basés à Lisbonne. Cette première série, évidemment, c'est la première de plusieurs séries qui vont concerner des entrepreneurs francophones à travers l'Europe, et pourquoi pas à travers le monde. L'idée, c'est de découvrir justement des business créés par des francophones, pas que en France. C'est ça qui m'intéresse justement. Et tout le mois d'août, vous allez justement découvrir des profils francophones qui ont créé des business à Lisbonne. Et on démarre parfaitement avec vous deux. Vous êtes potes depuis le lycée. C'est ça, exact. Vous avez créé 5 boîtes, 4 échecs, mais la dernière, c'est le sujet de ce podcast, qui est Smart Funnel, un outil marketing à travers des conversations IA. On aura évidemment l'occasion d'en discuter dans cet épisode. Ma première question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que vous avez grandi. Yes, du coup pour ma part, Eddy, breton. Du coup, alors par rapport à où j'ai grandi, en Bretagne forcément, mais je suis parti très tôt pour le coup à l'étranger. J'ai un parcours qui a pas forcément été linéaire, c'est-à-dire que au niveau des études, je m'ennuyais pas mal. J'aimais beaucoup plus par exemple les stages. D'ailleurs, c'est des moments où j'ai beaucoup excellé quand j'étais en stage et où du coup on m'a donné très rapidement des responsabilités. Et à ce moment-là, l'ami Dylan qui est juste à ma gauche m'a dit mec, t'as un putain de potentiel, arrête comme ça de traîner à juste rester en France dans ta zone de confort. Vas-y, fonce. Et je parlais pas du tout anglais, donc je suis parti à l'étranger. Je vais la faire courte, mais du coup j'ai travaillé notamment dans la tech, donc LinkedIn, Meta, Salesforce. Mais avant ça, je suis passé par des étapes, donc barman pour apprendre l'anglais. Voilà, je suis vraiment redescendu en bas et j'ai dû faire preuve d'humilité en fait pour recommencer un peu mon histoire. Et puis voilà, après par la suite, vu que je suis arrivé sur des rôles beaucoup plus en tout cas avec plus de responsabilités comme manager, à un moment donné, avec Dylan, on s'est dit ok, let's go, on se lance. Et on arrête toujours d'avoir des petits projets à côté, mais on se lance à 200%. Donc voilà, un mix de j'essaye de faire mon propre parcours, d'y aller au succès, de montrer que je suis un excelleur pour monter en grade, et quand j'ai fait mes preuves, je me retire et je crée ma propre histoire derrière. Ouais. Trop cool, on aura l'occasion d'en discuter. Et toi, Dylan? Ouais, carrément. C'est souvent comme ça qu'on se présente avec Eddy, ou justement une personne très terrain. Alors que moi, j'ai fait, on va dire, les écoles classiques, écoles de commerce, etc. C'est comme ça qu'on s'est recroisés aussi sur la manière de travailler. Moi, initialement, donc j'ai grandi en Bretagne aussi, breton, amoureux de la galette saucisse, comme toutes les personnes dans cette pièce. Comme tout le monde, bien évidemment. Et donc moi, j'ai grandi initialement donc avec ma mère et mon frère. Et ma mère, initialement,
donc n'était pas entrepreneur, et en fait elle est devenue entrepreneur quand je grandissais avec elle. En tout cas, c'était durant mon parcours, on va dire, d'enfant, justement, que ma mère a pu commencer à entreprendre et du coup à créer des business, notamment des commerces de proximité, des salons de coiffure, etc. Donc, moi, j'ai grandi un petit peu dans ce contexte où une personne devient entrepreneur, et du coup ça impacte aussi tout ce qui va autour, la manière de vivre, etc. Avec aussi la vie un petit peu en dents de scie, où quand ça succède, en tout cas quand il y a du résultat, trop bien, ça va au resto, etc. Et quand ça va un peu moins bien, à la fin du mois, c'est pas la même chanson. Du coup, on a eu cette thématique, en tout cas cette dynamique comme ça. Et puis voilà, moi en soi à l'école, j'étais pas forcément excellent, j'étais pas non plus mauvais. J'ai suivi un peu des potes qui partaient en prépa, des choses comme ça. Et je sais pas comment, mais je suis rentré en prépa un peu par hasard. Et à ce moment-là, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et finalement, je l'ai découvert tout simplement dans la prépa. Donc voilà, j'ai commencé à travailler un petit peu, ce qui m'a permis d'arriver en école de commerce. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait l'une des prépas peut-être les pires de France au final. Et pour le coup, qui m'avait quand même bien aidé à ce moment-là et qui m'avait surtout permis d'arriver aussi en école après. Donc j'ai fait une école de commerce. Sorti de ça, j'ai travaillé en entreprise type Ferrari sur du marketing. J'ai travaillé à Payfit aussi à Paris. Et en parallèle avec Eddie, je pense qu'on s'avait au téléphone quasiment tous les jours. Et on était toujours dans cette recherche de ok, faut créer un truc, ok, trop bien, on a un projet, viens on lance ça. Et du coup ça a fait émerger plein de bébés, plein de bébés projets qu'on a créés, qu'on a poussé, sur lesquels on a appris des choses. Et finalement, on a arrêté, puis après on a repris. Bref, en fait, on a toujours été dans cette recherche de création de projets, d'activités, jusqu'au moment où on s'est dit, en fait, tant qu'on quitte pas notre job, on n'aura quasiment aucune pertinence par rapport à notre activité, ou en tout cas aux choses qu'on lance. Donc viens, on cut et on lance un vrai projet ensemble. Et tant pis de ce qui peut arriver et potentiellement des mauvaises choses qui peuvent arriver. Et finalement, je pense que c'est l'une des meilleures choses qu'on a pu faire à ce moment-là, de cutter et de se lancer dans une vraie aventure entrepreneuriale juste à 300%. Et justement, avant de se lancer, donc il y a effectivement cette expérience de salariat et juste avant cette expérience d'école. Comment est-ce que vous avez vécu vos études, justement ? Ouais, bon sujet, ouais. Pour le coup, on avait fait une vidéo un petit peu là-dessus avec Eddie où on se disait... on était un peu tous les deux, alors des profils totalement différents, mais tous les deux en fond de classe finalement. Ouais. Alors moi j'étais en fond de classe pour mes raisons, lui était en fond de classe pour ses raisons. C'était quoi les raisons? Personne ne veut savoir. Ça va reprendre sur LinkedIn derrière. Surtout pas sur On fera un extrait dédié. Chacun avait un peu ses raisons. Il y en a un qui était feignant, l'autre qui voulait qui voulait amuser la galerie, etc. Et finalement, c'est là où les grands esprits se sont rencontrés dans ce fond de classe. Et c'est là où on a commencé à parler, à devenir potes, à faire des trucs ensemble. Et voilà. Et après, je pense qu'on a des expériences totalement différentes par rapport au lycée, en réalité. Ouais, moi sur la partie école, je trouvais ça ultra intéressant à partir du moment où j'avais des stages. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Toute la partie professionnalisante. Ouais, exact. En fait, j'avais vraiment l'impression de enfin faire quelque chose de concret. Et du coup, quand je retournais en cours derrière, du coup, ça faisait sens. Je suis j'apprends ça pour faire ça. Et c'est là où en fait, tout de suite, j'ai fait STMG. Équipe STMG, pareil. Voilà. Et pareil. STMG. Retour STMG. Donc, c'est un point commun, là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, dès que j'apprenais quelque chose, comme j'ai dit, j'allais à l'école et j'étais encore plus content. Et du coup, directement, tu voyais les matières qui m'intéressaient, c'était les matières genre mercatique, qu'on disait à l'époque. Et du coup, à partir de ce moment-là, je suis, waouh, ça me botte de ouf. Et comme j'étais vraiment, en toute humilité, mais meilleur que ceux qui bossaient, parce que j'avais la dalle et que c'était un peu mon défouloir. On parlait de ça l'autre jour, c'était un peu ma façon pour moi de donner, faire balance avec mes lacunes à l'école. Je me donnais à fond, tu vois. Et donc, vraiment, moi, l'école, ça a été une cata dès le départ, mais j'ai toujours essayé de faire juste pour les parents. Et si je devais revenir en arrière, je vis pas avec des regrets, mais généralement, je le dis de manière très honnête, je pense que je me serais écouté encore plus tôt et je serais parti vraiment dans le monde, un bac pro, travail, bac pro, bac pro, commerce, tu vois, direct dans le concret. Et ça m'aurait pas empêché d'arriver où je suis arrivé, parce que quand je bossais justement chez Meta, chez un revendeur, il y avait que des mecs qui avaient fait des écoles de code malades et tout. Mais moi, j'avais ma casquette justement qui était différente. Et c'est comme ça que je faisais la différence avec les autres. C'était parce que j'avais moins peur, parce que j'avais plus envie de, tu vois, aller travailler plus, d'apprendre plus que les autres qui étaient peut-être plus sur leurs acquis et sur leurs connaissances, tu vois. Je suis exactement du même avis. Moi, j'ai fait 5 années d'études et sur les 5 années, j'ai fait 3 ans d'alternance et 2 fois 6 mois de stage. Donc en fait, sur les 5 ans, véritablement, une année de théorique, tu vois, voire une année et demie.
Et sans ça, je pense que j'aurais arrêté mes études beaucoup plus tôt. Et effectivement, je me serais lancé sur le marché du travail beaucoup plus tôt. Parce que clairement, j'étais aussi team fond de la classe. Dans les études post-bac, je bossais déjà mes projets. Donc j'étais au fond de la classe justement pour bosser sur mes projets pendant les cours finalement. Du coup, je suis très aligné avec ça. Après ces études, vous vous lancez justement sur le marché du travail avec des expériences, comme tu le disais, chez Ferrari, toi chez Meta, LinkedIn notamment, Payfit aussi pour Dylan. Plutôt franchement dans des superbes structures. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces expériences de salariat? Et aussi, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de l'importance d'être salarié avant de devenir entrepreneur? Du coup, pour la première question, les expériences que j'ai pu avoir, je trouvais ça intéressant de manière générale, mais je trouvais ça intéressant. Ça, c'est clair. J'ai appris des choses. Ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses, à structurer mes manières de réfléchir, de travailler, de partager de l'information, etc. Ça, c'est une certitude. Plus pour de la startup, notamment Payfit, où j'avais quand même un peu de flexibilité, vs de la Ferrari, enfin du Ferrari, où là c'était très rigide, c'était mené à l'italienne, c'était voilà, très hiérarchisé, très structurel, donc c'était compliqué de pouvoir faire des choses. Et quand t'es jeune, t'as envie de faire des choses à impact, t'as envie de faire bouger des lignes et d'avoir une importance. En réalité, dans des grands groupes comme ça, malheureusement, t'es très vite limité. Donc, et c'est pour ça que finalement, sorti de Ferrari, j'ai très vite été dans des boîtes à plus grande flexibilité, comme Payfit, pour pouvoir justement avoir plus d'impact et jouer avec davantage de choses. Après, du coup, par rapport à ta question, en réalité, pour une personne qui souhaite entreprendre, pour moi, toute la partie salariale, c'est pas ce qui va permettre à la personne de savoir entreprendre, de gérer une activité, de gérer des gens, de gérer des clients, etc. En fait, c'est deux mondes qui sont totalement différents. Donc, en réalité, à refaire, je cutterais toute la partie salariale pour le coup, pour me lancer au plus tôt dans la partie entrepreneuriale. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre des personnes qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui ont très peu fait d'études pour la plupart, qu'en fait, qu'on crée sortis de lycée, qui sont pas partis dans des entreprises et qui ont une avance, mais juste monumentale sur les logiques business. Et ça, les logiques business, t'apprends pas ça en travaillant à Ferrari ou à Payfit pour le coup. En tout cas, sur la partie que t'évoquais, est-ce qu'un entrepreneur a besoin de passer par le monde du salariat? Moi, je suis assez aligné avec toi. Après, moi, j'ai eu la chance. En gros, avant d'arriver quand même dans ces grands noms de Meta, LinkedIn, Salesforce, j'ai galéré. Je faisais j'ai taffé dans des boîtes où je faisais du page jaune, Excel, j'harcelais les gens. Enfin voilà, je suis passé à la dure. Puis quand je suis arrivé dans cette maison Meta, genre, j'ai vraiment vu une énorme différence déjà quand tu prospectais, parce que t'as le nom salut, je suis Meta, tu vois, ça change tout. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il y avait vraiment une ambiance startup. Et donc moi, on m'a vraiment laissé la place pour être créatif, pour laisser place à mon identité. Après, je précise, on est quand même dans une ambiance très américanisée, donc peut-être aussi ça laisse encore plus place à ça. Mais moi, j'ai pas eu l'impression à ce moment-là d'être un numéro. J'ai vraiment eu l'impression de mener ma barque. C'est pour ça que du coup, je travaillais le week-end et tout, parce que j'ai l'impression que j'étais vraiment chez moi dans mon business. Et très fort d'ailleurs en termes de management, si on prend de la hauteur, parce que c'est vraiment le sentiment que j'avais. Et j'ai passé des très bons moments. Et plus ça avançait, plus j'avais des projets de côté, puis je montais en grade. Et quand je suis arrivé au grade de manager, c'est là où pour moi ça commençait à bloquer, puisque tu dois vraiment transparaître les valeurs de la boîte, tu dois le véhiculer au sein de ta team, et c'est très dur, je trouve, d'être vraiment aligné avec les valeurs d'une boîte, parce que ça va très loin, les valeurs d'une boîte. C'est-à-dire que dans l'acceptation des autres, et ça, j'accepte les autres, mais on te demande d'être toujours très en acceptation de ça. Et si t'es pas trop d'accord, parce que ça fait partie de tes valeurs, bah du coup t'es pas un bon employé. Et donc à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai eu l'impression d'être un numéro, tu vois, et de pas être quelqu'un qui pouvait laisser place à sa créativité. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit on arrive à une limite, et que j'avais toujours du coup un petit projet à côté avec Dylan pour laisser place à ma créativité et être différent. Et je pense que c'est ça pour moi le mot d'ordre, c'était la différence. C'était compliqué de mettre en avant et de mettre en pratique dans le monde de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, juste petite anecdote, chez LinkedIn, par exemple, on te force dans tes OKR de faire des choses pour être différent. Sauf que ça marche pas comme ça, tu vois. Et du coup, t'arrives au bout d'un moment à un bout de souffle où l'entreprise, du coup, elle a du mal à driver la team sur des valeurs communes. Ouais. Ça peut être un peu gênant de pousser les gens à être différents, finalement. Enfin, à être absolument singulier, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas être singuliers ou différents, en fait. Ouais, clairement. Et puis, t'as aussi l'envers du décor, c'est-à-dire que si tu veux coacher tout le monde de la même façon en tant que sales, tu vas être face à des bloqueurs, parce que, par exemple, moi, je parle du sales parce que c'est le secteur que je connais. Genre, tu peux avoir des sales qui sont ultra créatifs et qui vont adorer, tu vois, faire de la prospection vidéo. T'en as d'autres qui vont préférer, tu vois, être beaucoup plus structurés et calmes lors de leurs appels. Et c'est fine, tu vois. Et si t'arrives à arriver jusqu'à tes OKR, enfin, en tout cas, tes résultats et tout, c'est
c'est fine et tu peux pas démouler la personne et après lui dire non, faut vraiment que tu sois comme ça. Donc, c'est ça, à la limite, genre, ok, il y a des valeurs communes et je pense pas qu'une boîte peut fonctionner sans valeurs communes. Par contre, faut laisser l'individuel s'exprimer avec sa façon d'être pour que au travail, tu vois, il a l'impression d'avoir sa petite patte, sa petite signature différente des autres, tu vois. Et qu'il ait une certaine forme de liberté dans la mesure du possible. Mais ça, c'est quelque chose qui est important, je pense, pour les gens qui travaillent dans des entreprises. Donc, clairement. Ouais, clairement. Mais tu te rends compte à quel point c'est difficile aussi pour le corps managérial, justement, d'avoir des individualités qui poussent comme ça vers, en fait, ce qu'elles sont. Exactement. Pour les remettre vers un objectif commun, tu vois. T'as l'objectif commun de la boîte, t'as les intérêts perso, de faire graviter les intérêts perso vers l'objectif commun sans forcer avec de la valeur. Enfin, du coup, c'est ça la complexité, tu vois, pour les boîtes. Et les boîtes américaines le font bien avec un truc un peu flexible à la start-up et tout. Mais les boîtes tradies, je sais pas moi, des Total, du Volkswagen, trucs comme ça, c'est l'individualité, c'est mis de côté et c'est on court tous ensemble dans la même direction, tu vois. Quand vous partez à 100% entrepreneur, est-ce que vous vous lancez déjà à deux ou est-ce que vous faites chacun des trucs de votre côté? Non, on a toujours fonctionné à deux. Et d'un point de vue perso, je me serais jamais lancé sans Dylan. Déjà de base, c'est intéressant, parce que je suis un bon second, je pense. Par contre, j'ai besoin d'un leader, j'ai besoin d'une boussole, d'un mec qui me rassure. Et j'ai besoin d'avoir confiance avec qui je bosse. On a essayé de s'associer quelques fois, ça l'a pas fait. Et pourtant, on a tout mis en place parce qu'on pensait que ça allait le faire, tu vois. Et au final, on s'est pris, on s'est pris des murs. Donc, on s'est toujours lancé ensemble sur nos aventures entrepreneuriales. Et du coup, pour résumer, on a eu plein de trucs, plein de tentatives de business. Plein de tentatives de business, des plus ou moins intéressantes. Après, la chose qu'on a réussi à bien faire, du coup, je trouve, et bien accomplir et aller jusqu'au bout, c'était le podcast qu'on avait ensemble. C'est quand même un projet assez poussé, qui prenait énormément de notre temps et qu'on avait un travail ensemble. Et du coup, avant Smart Funnel, on a créé une petite boîte qui s'appelle Regulars et qui a basculé en Smart Funnel et qui est du coup en fait vraiment la genèse de pourquoi on a créé Smart Funnel. Donc il y a vraiment une belle histoire derrière ça. Et donc est-ce que vous pouvez me parler de cette genèse justement? Ouais, tu veux y aller? Ouais, Regulars, ouais. Histoire lisboète en plus. Ouais. C'est à Lisbonne qu'elle est née, cette histoire. Non, c'est Made in Lisbonne. Ouais, de fou. C'est une belle activité, Regulars, pour le coup. En tout cas, c'est une belle origine de beaucoup de choses. Initialement, quand on s'est lancé avec Eddie, alors on avait fait plusieurs choses avant, mais quand on s'est lancé, on a directement mis une certaine structure, on va dire, dans la manière dont on avait travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans, on va bricoler des trucs ensemble, on fait des petits machins, et puis on voit si ça prend et tout. On a toujours été, à chaque fois qu'on fait un truc ensemble, on le fait toujours, ok, genre, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour y arriver? Et on met tout sur la table pour y arriver. En vrai, c'est comme ça qu'on fonctionne. Du coup, Regulars, on s'est dit, ok, alors on sait pas trop quel produit on va avoir. Par contre, on sait potentiellement quelle cible on veut adresser, parce que de base, on s'est dit, commerce de proximité, ça peut être intéressant. Ma mère, elle a un salon de coiffure. On connaît des gens, barman, etc. Et peut-être qu'il y a un petit truc à faire là-bas. Et en fait, on a commencé à travailler avec eux et on a essayé d'identifier déjà leurs problèmes. Ce qui est intéressant avec justement Eddie, des profils aussi terrain comme il peut avoir, c'est que genre nous, on est très proche finalement du marché. En fait, avant même de lancer un truc, on va parler avec les gens, on va dans la rue, on essaie de vendre des trucs qu'on a finalement pas et qu'on a même pas encore vraiment designé en réalité. Fake it until you make it. Et là, c'est vraiment, je te vends une idée, mais derrière, il y a aucun concept, il y a rien, c'est creux à mort. Donc en fait, on est parti comme ça, tout simplement pour essayer de comprendre les vrais pains des commerces de proximité. Donc on a échangé avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait une partie un peu ramener du trafic dans le lieu forcément de consommation, il y avait des histoires d'heures creuses, des choses comme ça, etc. Et finalement on s'est dit ok, il y a un délire autour de l'engagement de la communauté, parce qu'ils ont quand même de la visibilité sur les réseaux, ils font de la visibilité globalement sur internet, digital, etc. Mais ils ont du mal à avoir une certaine activité lissée, propre sur plusieurs jours, etc. qui évite les comment dire, les fluctuations en termes de revenus. Ouais, les aléas en fait d'un business local de d'un coup il pleut, il y a plus personne qui vient chez moi, je comprends pas, les gens sont partis je sais pas où, etc. Donc on s'est dit on va essayer de travailler là-dessus, on va essayer de les accompagner là-dessus. Et sorti de cette idée-là, en échangeant encore avec des commerces de proximité et en proposant des idées, on est arrivé à on va créer un modèle de conversation sur les réseaux sociaux qui va engager les personnes et leur proposer de venir consommer dans le lieu pour venir combler les heures creuses. Ouais. On s'est dit, idée de génie, incroyable, trop bien. Les commerces de proximité ont l'air à fond, ont l'air trop contents de ce principe-là. Maintenant, on va le développer. Et juste dans la logique, parce que c'est intéressant de voir ça comme ça, quand tu vois des followers, généralement, ce que tu vois, c'est des likes et des commentaires. Mais en fait, par exemple, si tu es sur LinkedIn, tu sais que si tu as quelqu'un qui est abonné à ta page, en tout cas à ton compte, qui te suit, qui est connecté, c'est quelqu'un qui est potentiellement un prospect. Et en fait, si tu prends la même logique qui est vraie
pour une page d'un resto qui met v'là les moyens pour avoir de la visibilité et qui a même 1000 followers, qui est pas énorme, ces 1000 followers-là, c'est potentiellement 1000 personnes qui peuvent venir manger dans le resto, tu vois. Ouais. Et donc, à partir du moment où tu commences à tourner les choses comme ça, tu dis, OK, en fait, c'est un CRM, ton réseau social. Et comment on va faire pour rendre ce réseau social une machine à acquisition qui ramène des gens, justement, quand c'est un peu galère. Et du coup, tu vas venir gamifier ça en proposant un café gratuit quand ils viennent, s'ils viennent le mardi. Et comme ça, bref, ça te fait en sorte à ce que toi, tes stocks, en plus, ils se vident un petit peu. Enfin, voilà. Et du coup, à partir de là, on a commencé à créer des logiques. Et la logique, avant même qu'on y intègre la tech, je tiens à préciser, c'est si tu mets un humain, un community manager, comme on les connaît, à envoyer des messages, il y a un problème, c'est qu'en gros, la réactivité, elle est faible, c'est beaucoup de travail, il faut faire des copier-coller. Et c'est là où, en gros, tu résous le plus gros du pain, c'est-à-dire, OK, on a identifié le problème du business. On a compris qu'ils ont essayé de le faire ou qu'ils le font, mais qu'ils sont pas vraiment à 100% dedans. Donc, on va juste optimiser ça avec de la tech. Et c'est là où la tech, elle est pertinente parce que tu as identifié tout le problème et où tu vas le régler, tu vois. Je comprends totalement, surtout que généralement, l'action de s'abonner à un restaurant, un coffee shop, etc., c'est globalement pour plusieurs raisons. C'est soit tu y es déjà allé et t'as kiffé, donc t'as envie d'y retourner potentiellement, t'as envie d'être au courant de l'actu du resto, etc., des prochains menus, ce genre de choses. L'autre possibilité, c'est que quelqu'un t'a recommandé ce lieu, enfin ce commerce de proximité. Du coup, tu t'es abonné en te disant j'irai une prochaine fois, etc. Est-ce que finalement l'action de rentrer en conversation avec un abonné, est-ce qu'il faut que ce soit l'abonné qui fasse justement cette démarche de contacter le restaurant, enfin le commerce de proximité, ou est-ce que le commerce de proximité peut contacter l'abonné directement? C'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que initialement, une personne qui s'abonne à une page, c'est qu'elle a un intérêt par rapport à cette page-là. Donc en fait, nous, on prend cet élément comme élément trigger pour déclencher une conversation avec la personne. Et donc, dès qu'une personne s'abonne à la page, eh bien tout simplement, elle va pouvoir recevoir un premier message d'accueil. Et le but, c'est vraiment pas d'avoir des trucs de sales directement, j'essaie de te vendre quelque chose ou quoi que ce soit. C'est déjà d'essayer de comprendre à qui on s'adresse, qui est la personne, pourquoi elle nous a suivis, des choses comme ça. Et pourquoi pas commencer à lui offrir des choses par rapport à l'activité, parce que elle va potentiellement revenir consommer, parce qu'on crée du lien avec elle, etc. Nous, en fait, on était vraiment parti de ce principe-là de, OK, t'as une communauté digitale, mais en fait, c'est pas une communauté, c'est une audience. Et ton audience, c'est un CRM avec des prospects plus ou moins chauds. Mais tu peux créer du lien avec du lien social avant même d'essayer de vendre un truc et de faire gonfler ton chiffre d'affaires. Et du coup, on s'est dit, on va juste créer de la conversation dans un premier temps, très social, pour engager ces personnes-là, les accueillir, comme si, en fait, le fait que tu te sois abonné à une page, t'avais déjà poussé la porte d'entrée du magasin et que quelqu'un était là pour t'accueillir, se dire, ah, comment tu vas, blablabla, avec ça. Et donc, on est parti de ce principe-là. Donc, on a créé des premières conversations. Alors, on avait pas mal qui étaient un peu manuelles au début, forcément. Ouais, logique, ouais. C'est ça aussi ma question, c'est au début, comment est-ce que vous avez fait, quoi? Ouais, c'était ça. Au début, il y avait pas mal de. Initialement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été toujours la même histoire. À chaque fois, on fonctionne toujours de la même manière. C'est que on a été voir des clients, on leur a dit, on a ça à mettre en place. Vous allez voir, la tech elle est incroyable, sauf qu'on n'avait pas de tech, comme beaucoup d'entrepreneurs. Et ça, c'était un jeudi soir, un truc comme ça. Un jeudi après-midi, on va voir ce mec qui gère une boulangerie, un truc très stylé, haut de gamme, etc. On va voir ce gars et il nous dit, trop stylé, trop bien, incroyable. Par contre, j'aimerais bien voir comment la tech fonctionne et j'aimerais bien le voir mardi prochain et je ramène mes associés. Je dis, OK, no problem. On est là. On a bu, là. On a rien. À ce moment-là, on a rien. On dit, t'inquiète. C'est juste des idées, un gros sourire. Ouais, et on adore les croissants, quoi. C'est ça, là. Carrément. On dit, t'inquiète pas. On arrive mardi. On te fait la presse de toute la tech, etc. Entre temps, on envoie un document de confidentialité pour faire genre, on va protéger la tech, etc. Je vois alors très bien. qu'on a le accord de confidentialité. Généralement, c'est mauvais signe. Quand vous signez un accord de confidentialité, c'est mauvais signe. Personne fait ça dans la tech, genre t'as une démo, tu vois. C'est clair. J'ai jamais envoyé un autre accord de confidentialité depuis. Alors qu'on a une tech, tu vois. Délire. Et du coup, on part comme ça. Donc là, on se dit avec Eddie, OK, on a un week-end, faut sortir un truc. À ce moment-là, on se dit, Pierre, c'est pas grave, il y en a un qui est en bas, qui envoie les messages à la main. Pendant que l'autre fait la démo, on fait genre que c'est un produit. Et après, on prend le temps de 2 mois pour développer un truc. À la fin, on voulait vraiment quand même développer quelque chose, que le client soit content, qu'il y ait les résultats qu'on avait en tête qui se passent.
etc., etc. Et finalement, on part en week-end, en échangeant avec des potes, etc. On se retrouve à brainstormer, alors qu'on était censé partir en week-end playa. On se retrouve à brainstormer avec des copains sur le sujet, sur la plage. Et là, on se dit, OK, mais en fait, si tu connectes tel outil, tel truc, tel machin, et en fait, on construit un POC avec ces potes-là. Dimanche soir, on monte ce POC-là. Avec Eddie, on fait des tests. On se dit, mais incroyable, c'est exactement ce qu'on a proposé aux clients. On va exactement le mettre comme ça. Et on est arrivé finalement mardi, et on a pu présenter la technologie à ce fameux client. Trop bien. Qu'on n'a pas signé de base. C'est quand même important de le noter. Mais en fait, ça a été le déclencheur pour tous les autres clients qu'on a déclenchés par la suite et l'évolution de la technologie. Enfin, en fait, ça a vraiment été le point A de toute l'aventure relatif à Regulars et Smart Funnel. Parce que vous aviez plus le choix et que vous aviez identifié le besoin. Exact. Face au mur. Enfin, c'était vraiment ça, deux murs. Pas d'autre solution. Faut sortir quelque chose. Ça nous a forcé. On a passé notre week-end à se casser la tête et on est arrivé lundi avec un truc prêt à présenter. On l'a montré. Enfin, en vrai, c'est la vraie aventure, tu vois. Ouais. Et je pense que ce qu'on voit pas là, mais ce qui est la réalité du terrain, quand tu vends de la tech à un commerce de proximité, c'est pas facile. C'est clair. Ouais. C'est vraiment pas facile. Donc, à partir du moment où tu vends une vision, un concept, que la personne adhère et qu'elle est prête, tu vois, à mettre la carte bleue, déjà, c'est que t'es vraiment très proche d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et du coup, juste à partir du moment où on a vu ça, nous, on était déjà convaincus de notre idée, c'était une certitude, mais on a vu ça, on s'est dit, OK, let's go. Maintenant, on a compris, on va réussir à bricoler un truc au moins au départ. Et du coup, ouais, à partir de ce moment-là, on est allé voir des restos. Et puis, on n'a pas que travaillé avec des restos, on a travaillé avec d'autres types de commerces, des coiffeurs, des bars. Et puis, voilà, à partir du moment où tu peux ramener de la communauté qui est jour creux, ouais, ça fonctionne avec tout le monde. Et est-ce que vous pouvez me parler de votre tout premier client, tout premier contrat signé? Alors, en gros, franco-portugais. Puisqu'on est au Portugal aussi, ça aide, parce qu'on n'a pas parlé de tout ça, mais c'est ultra important. C'est-à-dire que, ouais. On va en parler. Au niveau de, il me semblait qu'il y avait une partie sur Lisbonne. Parce que là, du coup, la langue, gros frein. Et du coup, parfois, t'avais un petit coup de main comme des franco-portugais. Ils sont nombreux quand même, faut le dire. Ouais, il y a énormément de franco-portugais, exact. Et puis lui, il avait un super concept, ça s'appelle la kebaberie. Oh, ok. Tu connais? De nom, oui. Donc, kebab haut de gamme, ultra compliqué, haut de gamme. Une dizaine d'euros. Pour la France, c'est à peu près normal. Ici, les kebabs, ils coûtent 3 euros et c'est une image très, très médiocre. Enfin, pour ici, un kebab, t'es malade le lendemain, quoi. J'extrapole, mais grosso modo, c'est ça. Alors que lui, il vend des kebabs à 10, 12 euros avec du chef travaillé. Et par contre, il a une brand, mais incroyable. Sur toutes ses publications, il met un gros budget là-dedans et ça fonctionne. Je crois qu'il a 2 ou 3 restos maintenant. Et du coup, il nous a fait confiance et on a eu des beaux résultats avec lui. Et c'est ça, au départ, on n'a pas eu trop besoin de lui montrer quoi que ce soit. Il nous a fait confiance sur la vision. C'est un peu ce qu'on voit aussi aujourd'hui avec les bons clients, tu sais, les fun players. C'est des gens qui sont pas là à dire, vas-y, montre-moi AB test. Pourtant, nos prix, on fait x10 depuis. Mais par contre, ils voient la vision, ils voient qu'on est solide et puis du coup, ils avancent avec nous, quoi. Trop bien. Ça, c'est hyper précieux. La première personne qui te fait confiance sur ton business. Ouais. Je trouve que ça déclique un peu quelque chose dans ta tête qui fait que, en fait, la suite peut aller d'autant plus vite. Et j'imagine que, du coup, la suite s'est passée d'autant plus vite. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la suite avant qu'on parle de Lisbonne? Ouais, carrément. En fait, la suite sur Regular, c'est très simple. On avait une 50aine de clients. On a commencé à développer des grandes forces sales. À un moment, on arrivait à 13 commerciaux payés à la commission et c'était, en fait, c'est une compétence qu'on avait d'ailleurs, la gestion quand même d'équipe et tout. Donc, c'était très plaisant. Sauf on était face à un mur. Puisque, en gros, on se rendait compte qu'on avait un produit qui fonctionnait bien, etc., mais que pour le pousser vraiment en mode masse par rapport au prix qu'on proposait, 250 € quand même pour un produit ça, c'est haut, hein, mais c'était pas suffisant par rapport aux efforts fournis, que du coup, il aurait fallu qu'on lève des fonds, qu'on soit des CTO, des personnes très calées en tech, ce qui n'était pas le cas, parce que pour développer la tech, il te faut des compétences ou de l'argent. On n'avait aucun des deux à ce moment-là. En tout cas, on voulait pas puiser dans nos fonds personnels. Et donc, on a fait un petit pivot, comme on les appelle. Un petit vovo, un petit pivot. ce qui arrive quasi dans toutes les aventures entrepreneuriales. Et c'est grâce à un ami qu'on a pivoté à Lisbonne. Si tu veux, je te laisse continuer l'histoire. Comme ça, on arrive à Smart Funnel, finalement. Ouais, complètement. Et initialement, c'était aussi l'idée que, je le prends du côté positif, je préfère le prendre de ce côté-là. C'était que, ok, ça marche sur les commerces de proximité, mais en réalité, dès que tu as un business qui a une visibilité digitale, en fait, tu peux créer de la conversation, de l'engagement et donc
potentiellement développer son chiffre d'affaires. Et en regardant ça, on s'est dit ah ouais, mais le scope c'est pas du tout le même. En fait, là on est avec des commerces de proximité, trop bien. C'est des profils qu'on kiffe personnellement. Enfin, travailler avec, c'est très réel comme business. Et tu vas dans les lieux. Enfin voilà, il y a une autre partie aussi. C'est pour ça qu'on avait fait le choix de travailler avec eux. Mais on s'est dit aussi à côté. Ok, mais en vrai, le scope beaucoup plus large. Viens, on va s'amuser sur d'autres trucs. Viens, on va pousser aussi la tech sur d'autres sujets qui vont être beaucoup plus complexes, qui vont être beaucoup plus demandeurs, etc. Et donc là, à ce moment-là, on s'est dit, ok, bah vers quoi on peut se diriger? Quel business finalement génère principalement son chiffre d'affaires à partir de son image digitale? Et à ce moment-là, on a commencé à échanger avec du coup un de nos potes, Joachim, qui lui de base travaillait avec des infopreneurs, influenceurs, etc. Et en échangeant avec lui, il nous a dit mais les gars, en fait, moi mes clients, leur seule manière de générer de l'oseille, en tout cas du chiffre d'affaires, c'est grâce à leur identité, grâce à leur trafic digital. Et donc à ce moment-là, on s'est dit ok, bah bien, on va essayer de commencer à échanger avec eux. On a fait un peu le même principe que auparavant, c'est-à-dire qu'on a échangé avec. Alors là, on avait la tech cette fois-ci, heureusement. On n'a pas fait que du fake à ce moment-là, mais on a commencé à échanger, à leur dire ok, on a fait ça auparavant, est-ce que ça pourrait t'intéresser? On avait l'IA qui était intégrée dans la technologie, et naturellement, on a commencé à dealer avec un, deux. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était naturellement. Quand même, je tiens à préciser qu'on a dû lâcher, et ça faisait mal au cœur. Hein. C'était une grosse décision, et je pense que ça a été un moment très dur. Bah, on a lâché tous nos restos parce qu'on s'est dit ok, on va pas jouer double tableau. Il y a plein de personnes qui nous ont dit ah, je pense que c'est une erreur, n'y allez pas et tout. Et nous on s'est dit vas-y, on y va à fond et puis on va se débrouiller. Et puis en plus on a quelqu'un qui connaît bien le secteur et qui est très compétent. Donc en gros cette personne va au moins pouvoir nous aiguiller. Et donc ouais, en gros il y a eu ce moment très dur, tu vois, de laisser tous les clients et dire on laisse. On a eu des clients très tristes. Bah Kevin de la Cavalry a fait oh putain les gars, fait chier. Bref dommage, mais ce sera partie remise. Il y a ça et puis il y a aussi le fait que en gros quand on rencontre Joachim, il nous dit, donc moi, mes gars, donc les infopreneurs, les clients avec qui je travaille, ils payent des humains qu'on appelle des setters, donc c'est des community managers, mais qui sont des commerciaux, qui toute la journée envoient des messages aux followers pour leur vendre les produits, comme des commerciaux, quoi. Et du coup, là, on se dit, mais attends, mais on fait exactement la même chose avec de la tech. Et donc là, en fait, on s'est dit, OK, il y a deux tranchants. Le premier, c'est soit les gens se disent, waouh, ils font mieux que l'humain. Soit le deuxième, qui est moins positif, c'est putain, ils vont remplacer les humains, non, j'en veux pas. Et puis en plus, si ça dysfonctionne, ça bug, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et donc c'est à partir de ce moment-là où tu fais, bah, comme d'hab, tu vois la tech, tu vois les côtés positifs, tu essaies de faire en sorte à ce que les côtés négatifs ne reflètent pas au travers de ton business et ta valeur, et puis ça se passe bien, quoi. Donc c'est ce pivot qui vous amène justement vers ce business-là, ouais. Des infopreneurs. Donc aujourd'hui, vous êtes exclusivement sur ce marché-là? Ouais, tout à fait. On est sur les infopreneurs, coach aussi, thérapeute. Le studio de podcast, par exemple, on travaille avec. Après, c'est plus une exclusivité. Ouais. Et puis, ouais, c'est ça. On travaille avec toutes les personnes qui ont des offres assez high ticket, donc qui vendent quand même des produits ou des offres qui vacillent entre 300, tu vois, pour une offre high ticket, ça va jusqu'à 9 000 euros. Okay. Et ouais, du coup, c'est vraiment notre niche, si je puis dire, où là où on adresse le marché. Et une grosse niche, quand même. Ouais, une grosse niche. et votre business model, du coup, c'est du mensuel, c'est ça? Yes, du coup, notre business model. Ouais, donc nous, c'est 4 500 € de frais de setup, 2 500 € par mois. Et du coup, ça inclut, c'est pas un nombre de conversations limité, c'est vraiment comme un SaaS finalement. Okay. Sauf qu'on est une agence. Et vraiment, on gère tout de A à Z, c'est-à-dire de ta logique, de ta réflexion marketing, de tes ads, de ton contenu, jusqu'à du coup la génération de conversations au closing, donc t'amener vers un appel de vente ou du closing en direct. On gère toutes les logiques et les réflexions. Notre métier, c'est pas de faire de la com. Donc généralement, on travaille avec des personnes qui sont justement des créateurs de contenu, enfin en tout cas des personnes qui vont créer et être community manager vraiment. Et du coup, on travaille avec ces personnes-là, tu vois. En même temps, on va travailler avec les personnes qui sont dans le marketing, qui vont faire des ads. Et nous, en fait, on est en centre, on connecte la brique marketing avec la brique vente, qui parfois, bah tu vois, quand t'as des closers, ils en ont marre de passer du temps avec des leads pas qualifiés. Bah nous, par exemple, on va aller qualifier ces gens avant de les envoyer chez les commerciaux. Et donc, demain, par exemple, je m'abonne à un infopreneur qui fait partie de vos clients. Comment est-ce que ça se passe? Je m'abonne, je vais recevoir un DM dans les heures qui suivent, potentiellement. J'imagine qu'à chaque fois, c'est des scénarios qui sont différents, qui sont personnalisés. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver globalement sur ce genre de conversation, en fait? Ouais, bah, c'est intéressant justement ce qu'on vient mettre en place chez nos clients aujourd'hui, comparé à ce qu'on faisait chez Regulars où c'était ok, t'as une tech, elle envoie un premier message,
on engage les personnes, il y a un flow social, puis après on les pousse vers le lieu de consommation avec des cadeaux, des choses comme ça. Là aujourd'hui sur les infopreneurs, en fait c'est des vraies logiques marketing. Donc en fait c'est vraiment une campagne marketing avec des strates marketing derrière. Et en fonction de la strate qu'on déploie, en fait tu vas être contacté de différentes manières. Alors soit tu vas interagir sur un contenu par exemple, et que finalement, imaginons il y a un contenu qui va sortir. Tu like un Reels, ce genre de choses. Exactement, ou même tu commentes sur Reels là. Donc l'IA déjà va répondre en commentaire, puis après va t'envoyer un message tout simplement en DM en te disant ok, tiens trop bien, du coup t'étais intéressé par mon contenu, ça me fait trop plaisir, etc. Tiens d'ailleurs t'es plutôt, t'es plutôt X ou t'es plutôt ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis intéressé. Et puis au fur et à mesure, tu vas avoir ce principe de conversation. Okay. Et puis après on va renvoyer si t'es intéressé par exemple par la création de contenu et t'es abonné à une personne qui fait de la création de contenu, on va t'envoyer un lead magnet, donc un élément gratuit que tu vas consulter de ton côté, tu vas tu vas t'éduquer par rapport à ça, puis après tu vas recevoir un message de l'IA qui va t'emmener ailleurs, etc. Donc c'est vraiment on a créé des chemins beaucoup plus complets et complexes aussi de conversation et finalement de conversion, tout simplement pour avoir quelque chose qui apporte du résultat et qui apporte aussi une expérience agréable pour le user, tu vois. Super clair, franchement hyper pédagogue, j'ai tout compris. L'IA c'est pas si compliqué et non franchement c'est ce qu'on essaie vraiment de véhiculer à travers notre agence. C'est en vrai, faut arrêter de vendre le joint de culasse, tu vois, qui a l'air ultra complexe, que ton service, ton produit est complexe, comme ça tu peux le vendre cher. Non, en vrai, si tu vends quelque chose de cher et que tu as la valeur derrière qui est distribuée au travers de ton service, c'est fine, il faut juste expliquer ce que tu fais. D'ailleurs, notre approche c'est vraiment de éduquer les gens à regarde comment on fait. Et comme ça, même eux, après, sont proactifs, ils peuvent venir être créatifs sur, du coup, les campagnes qu'on peut générer, puisque c'est ça qui est incroyable. Genre, on a déjà créé, tu vois, des IA pour faire des escape games, tu vois. On a déjà fait des IA qui font des tests de personnalité pour que tu comprennes quelle est ta routine capillaire, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Quand tu arrives à ce degré-là, déjà, tu te différencies ta concurrence, puisqu'en vrai, tu fais de la notoriété, tu vois, et puis tu as une différenciation. Deuxième chose, tu crées du lien, ça te fait de la data parce que tu comprends les habitudes, tu comprends qui est la personne à qui tu t'adresses. Et troisièmement, du coup, tu fais de la vente si la personne est très intéressée. Et faut pas croire qu'on vend à tout le monde lorsqu'on interagit avec des followers. Et c'est grosse erreur des setters, parce que les setters humains qui vendent, ils veulent vendre à tout prix parce qu'ils sont payés à la commission. Là, l'IA, elle est autonome et en fait, elle va travailler avec ton tiers 1 très intéressé, ton tiers 2 qui a besoin d'être éduqué, de mieux te connaître. On va le laisser le temps un petit peu de s'apprivoiser à ta page, ta vitrine, ton Insta, ton Facebook. Et puis le tiers 3 qui est pas du tout dans ta cible, c'est pas grave, tu vas faire des connexions avec d'autres plateformes, tu vas le renvoyer sur YouTube, Spotify pour qu'il aille manger d'autres contenus que celui que tu as sur la plateforme. Puis peut-être que cette personne ira te recommander à des amis, etc., exactement. ce genre de choses, quoi. Exactement. Et le but, en vrai, in fine, c'est aussi que l'expérience soit cool, quoi. En vrai, comparé au système qu'on peut voir marketing un petit peu en place chez les infopreneurs, on en parle beaucoup, mais avec des VSL, des choses comme ça, d'autres éléments qui se mettent en place. Là, l'objectif, c'est que quand on fait, par exemple, l'escape game, c'est que la personne, elle trouve ça cool, en vrai, aussi à la fin. Quand on fait le test de personnalité, c'est pareil, c'est que le user qui est derrière son téléphone en train de faire le jeu et de parler avec une IA, il trouve ça agréable, tu vois, et qu'il soit pas là en mode tiens, viens acheter ça, ah tiens, il y a une discount là-bas. C'est vraiment non, t'évolues et puis en fonction de ton niveau de maturité, tu vas à tel endroit parce que ça peut t'intéresser et je te renvoie à tel endroit, mais pour le moment, je te vends rien, juste je te fais apprendre des choses, tu vois. Est-ce qu'il le sait qu'il parle à une IA ou pas? Ça dépend, ouais. Alors la plupart du temps, non, en réalité. À 90% du temps, et sur l'intégralité de notre campagne, la plupart du temps, non. Mais par contre, on déploie des petites choses comme par exemple l'escape game ou le test de personnalité, où là, on rend l'IA évidente pour que le user se dise c'est un game, trop bien, c'est un jeu, tiens, je vais m'amuser, je vais envoyer n'importe quoi, voir ce qui se passe, etc. On avait fait un escape game comme ça où il fallait trouver... c'est tout un truc, mais il fallait trouver quelque chose dans un lieu physique. Et tant que tu le trouvais pas, en fait, il fallait que tu découvres un code qui te permettait d'avoir accès à un cadeau. C'est comme ça. Et donc, les gens essayaient de forcer l'intelligence artificielle. Donne-moi ce code, comment je peux trouver le code, etc. Et donc, ça générait des conversations. Voilà, c'est la partie tech, mais moi, ça me faisait... ça me faisait marrer. La petite blague de Teco. Ça me faisait marrer, ouais. Très stylé. On a parlé un peu au début de l'épisode. Mais on va en parler un peu plus de Lisbonne. Et du coup, évidemment, j'ai quelques petites questions pour cette série que je poserai sur chacun de mes épisodes. La première, c'est pourquoi est-ce que vous avez créé une société à Lisbonne? Initialement, en fait, on était tous les deux encore en poste
quand on est venu pour la première fois à Lisbonne. Et on est venu à Lisbonne. C'était moi qui étais venu en premier et je t'avais dit ouais Lisbonne. Moi j'adore surfer initialement. Je m'étais dit j'étais à Payfit à ce moment-là. Je me suis dit ouais j'ai trop envie de trouver un spot de surf trop cool à côté de la mer etc. Et finalement j'ai vu Lisbonne. Je me suis dit tiens la capitale collée à la mer. On a grandi en Bretagne à côté de la mer et en vrai pour le coup pour nous c'est quand même assez important d'être proche de l'eau en réalité. Et du coup je me suis dit ok Lisbonne trop bien capitale c'est que ça va bien bouger et en plus il y a du surf let's go. Et après j'ai appelé Eddie j'ai fait mec c'est incroyable la ville elle est trop stylée les gens sont grave cool on mange bien les soirées elles sont folles t'es à côté de la mer enfin il y a tout qui est trop beau. Et Eddie m'a dit, bah, vas-y, je viens, j'arrive, pas de problème. Et en fait, on a passé, je pense, 2 semaines ou 3 semaines à Lisbonne à se faire juste trop kiffer pour le coup. Et à ce moment-là, on était encore en poste. Je suis parti vraiment ces semaines-là. Je suis parti de chez Salesforce à ce moment-là, ouais. Ouais, en fait, ça, le truc, quand on était à distance encore, c'était le carnaval, en plus, pendant cette période. Enfin, vraiment, la totale, t'arrives à Lisbonne, c'est un parc d'attractions, quoi. Ouais. C'était mois de juin, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juin, toutes les fêtes. Ouais. Et en fait, quand on était ensemble, on s'est corrompu un peu. On s'est monté la tête. On s'est dit, OK, mec, c'est le moment. Faut créer un truc, etc. Et ça nous a, du coup, Eddie, il a démissionné. Sorti des 2 semaines, il m'a dit, OK, je quitte. Et il a quitté encore à Lisbonne. Et bref. Et après, on s'est dit, OK, si on crée un biz, on le crée à Lisbonne parce qu'on adore la vibe, la ville. Trop bonne vibe, genre les gens sont grave cool, il fait trop bon vivre et on se sent bien, tu vois. La vie est pas trop chère, donc en vrai, je pense que c'est une belle ville pour entreprendre. Ouais, ça s'est fait de manière naturelle, on va dire. Ouais, clairement. Et 3 semaines plus tard ou 1 mois plus tard, en fait, on est revenu à Lisbonne et on s'est dit, OK, terminado, on a terminé notre job, bah vas-y, viens, on crée, tu vois. Et c'était pas prévu initialement. On s'était pas dit quand on était arrivé pour la première fois, dans 1 mois on revient, mais on s'est dit si on crée un biz, on vient ici. Et 1 mois plus tard, on était à Lisbonne et c'était parti. C'est quoi les avantages de justement d'avoir un business à Lisbonne? Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville assez petite finalement, et du coup tu peux très vite en fait te retrouver par exemple dans ce studio. Tu peux croiser un Thibault Louis qui est assez connu sur la scène de LinkedIn, même d'autres personnes, tu vois, qui sont même pas dans cette sphère-là, dans la musique. Et du coup c'est intéressant parce que tu peux vite connecter avec les personnes. Ça ressemble énormément parce que moi j'ai vécu du coup presque 7 ans à Dublin et c'était un peu la même chose, tu vois, comme c'est un hub, tout le monde un petit peu se connaît et tout. Donc moi je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant au niveau du biz, c'est que tu peux faire vite des connexions. Je trouve que c'est un peu moins, franchement, je m'en fous, un peu moins cucu, tu vois, en mode, les gens sont plus simples, je trouve, de manière générale, plus accessibles. Versus, je sais pas, j'ai une image de Paris, alors j'ai jamais vécu là-bas, mais j'ai une image. Paris, ouais. Je supporte pas toute mon audience parisienne, n'écoutez pas. Je supporte pas, en fait, tous les trucs un peu networking où t'oses pas trop parler, non, en vrai, alors on est tous des humains à la fin, on dort tous en caleçon, on va tous aux toilettes, relax quoi. C'est plus ma vision des choses, ça. Et je trouve que ça c'est très celtique en fait ici, un peu comme la Bretagne finalement, c'est les mêmes ADN. Donc tu retrouves pas mal de codes que je trouve très warming, welcoming dans cette culture ici. Donc, je dirais que c'est ça. Le deuxième aussi sujet dont on n'a pas parlé, c'était la capitale de la crypto. C'est vrai. C'était un sujet qui nous intéressait beaucoup à Eclia, et donc c'est aussi ça qui nous a amené au départ à venir ici. On s'est dit ouais, c'est un hub de crypto, donc on vient ici. Et à côté des avantages, c'est quoi les inconvénients? Il fait chaud en août, juillet août. Alors qu'en Bretagne, sous la pluie, on est au calme. Je trouve que mine de rien, le réseau est assez limité dans le sens où par rapport à la French Startup Nation, ici on est un peu plus... On veut à Paris. Je vais rentrer à Paris, le mec qui parle de l'IA là, et ses infos voleurs, qu'est-ce qu'on raconte? Non, je pense qu'il n'y a pas un énorme réseau. Finalement, ça reste un micro-écosystème, ouais, je trouve. Ouais. Même en termes de boîtes, généralement, les gens qui viennent ici, c'est des personnes, des infopreneurs. Non, c'est des digital nomades. Et du coup, ça peut être, par exemple, le patron d'une boîte. Ok, super, c'est le patron d'une boîte, mais les digital nomades ici. Donc, c'est pas vraiment un hub, tu vois. T'as les employés qui sont un peu partout. Donc, c'est très rare de trouver surtout dans notre secteur à nous de la tech, des grosses boîtes. Donc, je dirais, moi, c'est ça qui est le plus contraignant. Après, honnêtement, hormis ça, je vois pas grand chose qui me viendrait à l'esprit. Toi, non, ouais, je suis assez d'accord avec toi. En vrai, pour le coup, moi, je trouve beaucoup d'inconvénients à la ville beaucoup d'avantages, à la ville et très, très peu d'inconvénients. Cette partie réseau, ouais, clairement, on se rejoint. Il y a un moment, on avait des réflexions et ça fait un peu arrogant de dire ça pour le coup, mais on se disait, OK, on veut créer un empire. En vrai, avec Smart Funnel, on veut créer un empire. On veut créer la grosse activité qui, justement, engage, etc. Bon, bref, vous avez compris le produit, etc.
Et on s'est dit, on veut créer un empire, il nous faut une ville où on crée des empires. Et Lisbonne, c'est pas vraiment le cas parce que il y a pas de grosses startups, il y a pas de gros écosystèmes de ce genre. Comparé à du Paris, par exemple, en fait, Paris, c'est un vivier à startup, c'est un vivier à, non, qu'est-ce qu'on pense? Ouais, si, de fou. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai reçu un entrepreneur l'année dernière qui s'appelle Maxime Barbier, qui a cofondé Time Left. Ouais, carrément, et je connais. Qui ouais. a dit exactement la même chose sur la ville et il est parti, il a déménagé à Paris, donc c'est peut-être ce qui va t'arriver. Il dit. Oh là là. No way. Et il a fait un post LinkedIn en disant Lisbonne était beaucoup trop chill pour pour créer un empire, quoi. Ah, de ouf. T'as Londres aussi qui est comme ça, tu vois. Londres, c'est des villes, tu vois, c'est des villes où ça bouge. Les gens, ils entreprennent. Il y a des connaissances qui se partagent. T'as un côté à Lisbonne où t'as aussi la Dolce Vita, quoi. Ah, donc, t'as aussi ce côté. Ouais, après, pour être très honnête, et ça, c'est vraiment pour un petit peu faire contre-pied avec tout ce qu'on vient de dire. Genre, moi, la plage, j'y suis allé très peu de fois, tu vois, parce que, en vrai, on est sur une période où il faut énormément travailler. Je prends pas forcément le temps, tu vois, même les week-ends, je travaille beaucoup. Là, ça va être amené à diminuer, je le pense. Mais, quand t'es dans ton travail à fond, est-ce que ça vaut pas mieux d'être dans une ville comme Paris? Tu vois, je suis en train de te dire, je vais aller à Paris, là. Mais à Paris, tu vois, pour avoir justement d'autres personnes qui sont dans la même vision que toi, que, du coup, avoir ce côté, je profite. Est-ce qu'il faut pas le garder pour des petits moments, 2-3 mois, tu vois, pour déconnecter? Voilà. C'est un peu la réflexion. Parce que, en soi, c'est vrai, quand tu poses la question, quels sont les inconvénients? Je vais dire, pas beaucoup. Est-ce que tu devrais bouger? Je te dirais, pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est juste, j'ai pas profité vraiment de la ville. C'est aussi simple que ça. Ok. Est-ce que vous avez un petit conseil pour quelqu'un qui viendrait s'installer ici pour monter une boîte? Le conseil, c'est ça. En rejoignant un peu la partie réseau, le fait de rentrer assez vite dans des groupes. En fait, à Lisbonne, vu qu'il y a pas énormément de gens dans la ville, en réalité, genre les premiers points de contact que tu vas avoir, ils vont être assez importants. Je pense pour l'avenir, de même ta partie sociale, etc. Donc forcément, comme dans les autres villes, en réalité, t'as été à Dublin, je pense que c'était un peu pareil, mais quand t'arrives, forcément, les premiers points de contact, ils sont assez importants. Et ça, c'est ce qui va te permettre de mapper un petit peu ton réseau et au fur et à mesure d'avoir une certaine stabilité. Alors trouver des gens entrepreneurs, mais aussi des gens cool avec qui aller boire des verres, des choses comme ça, quoi. Donc je pense que le premier truc, c'est participer à des événements, essayer de rencontrer du monde, se forcer à rencontrer des gens, être dans des espaces de cowork aussi. Pour le coup, ça aide beaucoup. Et se créer ce petit trou assez rapidement pour que on se plug vite au reste des groupes, quoi. Moi, je dirais, si t'es un entrepreneur, t'arrives à Lisbonne, envoyez-moi e-book sur mon Insta, je vous donnerai un playbook. Ce sera une IA qui vous répondra. Non, franchement, tu télécharges l'application Croissant. Croissant, en gros, c'est une application qui te permet de tester plein de cowork. Ça s'appelle Croissant Cowork. Comme ça, tu regardes un petit peu déjà l'environnement dans lequel tu vas être mieux pour bosser, que ce soit en termes de personnes, mais en termes de lieux physiques. Une fois que ça s'est fait, en plus, c'est pas très cher, tu vois, pour commencer à tester et avoir plein de lieux. Une fois que ça s'est fait, c'est en fait tu te fais pas pote justement. Moi, j'irai pas forcément dans des events, meet-up, networking parce que c'est assez compliqué de connecter. Par contre, je resterai vraiment collé à ce truc de cowork parce qu'ils font des activités. Donc moi, je ferai un petit peu les activités dans le cowork. J'essaie vraiment de m'intéresser aux gens autour de moi parce que je pense qu'on sous-estime vraiment les gens dans des coworks ou dans des cafés parfois qui bossent. Là, tu crées des vraies relations. Ouais, il y a des gens trop cool qui sont juste à côté de nous, qui sont juste concentrés comme nous. Et si on sort un peu la tête de l'eau, on dit ça te dit de boire un café, ça m'étonnerait que la personne dise non. Non, ouais, c'est ce que je réponds. Non. Non, en vrai, moi, si quelqu'un vient me voir et me dit, même si je suis busy, je vais dire, ok, on boit un truc après et tout. Donc, je ferai ça. Et puis, une fois que ça s'est établi, si je suis entrepreneur, c'est simple. Derrière, effectivement, je vais en soirée, j'essaie de capter des gens et tout. Mais en fait, moi, là, je me suis beaucoup expatrié, j'ai fait beaucoup de meet-up, j'ai fait beaucoup d'events, de trucs comme ça. Et je trouve que les events networking, c'est toujours très compliqué pour se faire des copains et pour se faire aussi des connexions d'entrepreneurs. Très difficile. Alors qu'un meet-up, par exemple, c'est peut-être un peu mieux parce que tu viens plus avec une friendship, une approche amicale. Et que du coup, alors je sais qu'en France, on a du mal un peu avec les applications de Friends, avec des événements. Ça marche pas. Ouais, de ouf. Ouais. Parce que ça se transforme toujours en autre chose. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et puis t'as aussi cette, oui, je vois le truc. Genre en gros, tu dis il est là parce qu'il a pas d'amis, alors que en vrai,
faut sortir de sa zone de confort, tu vois, pour aller dans un meet-up et se dire, ok, je vais parler avec des gens. Et je sais qu'à Lisbonne, moi, j'en ai fait quelques-uns et ça s'était trop bien passé. Il faut juste pas aller à un meet-up pub crawl, tu vois. Tu fais un meet-up, poterie, meet-up, entrepreneuriat, et puis là, c'est trop stylé. Et tu peux avoir vraiment on avait fait un meet-up où des entrepreneurs pitchaient leur business. C'était trop bien. C'était stylé, ouais. Et d'ailleurs, même sur ce studio de podcast, ils organisent des événements sur Meetup. Et à chaque fois que j'y suis allé, j'ai trouvé des clients, j'ai trouvé aussi des potos. Ouais, donc j'irais. De toute façon, le côté événement physique, c'est, enfin, pour connecter les gens, quand c'est bien organisé, quand c'est bien ficelé, etc., c'est quand même. Ça vaut effectivement beaucoup mieux qu'un cocktail networking. Bah ouais. Et je pense qu'en vrai, même, tu vois, ici, c'est assez simple. Il sort pas des trucs de fou quand tu viens d'un event dans le studio, mais juste si la vibe est bonne, les gens vont se parler. Il faut juste que les organisateurs soient un peu dans le vas-y, on parle ensemble. Tiens, raconte-nous ce que tu fais, ça se passe plutôt bien. On va pouvoir revenir à Smart Funnel avec une petite question de fin sur cette partie. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quelques chiffres clés à me donner ? Et ensuite, c'est quoi les objectifs futurs pour les prochains mois, les prochaines années ? Ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'a dit au début, on a fait un pivot en début d'année. Donc en fait, on a changé, donc on a cuté complètement, on est sorti de la partie commerce de proximité pour prendre seulement les infopreneurs, influenceurs, etc. Donc la transition, il y avait quand même pas mal de taf. On a passé deux bons mois à travailler d'arrache-pied pour redéfinir l'offre, parce que quand tu fais un pivot, c'est pas juste tu parles à quelqu'un d'autre, c'est forcément tout le produit, tout le market, tout ça, c'est complètement différent. Donc on est parti de là et donc on a commencé à rentrer des clients, etc. Et le mois dernier, on a fait notre plus gros mois, on a fait 52 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. Donc 52 000 euros de chiffre d'affaires, qui était voilà un peu la target à cette étape. Donc très très content pour le coup. Ça amène que des belles choses pour la suite. Surtout ça crée aussi une trésor pour nous assurer de développer les bonnes choses. Donc globalement ouais, c'est un bon petit chiffre qu'on est content de partager. Trop bien, bravo. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est 52 000. J'ai même du mal à le dire. Je suis content. Je suis ému. On est reparti de janvier à zéro. C'est la température. On est reparti de janvier à zéro, comme on disait tout à l'heure. C'était un risque. On a laissé tous nos clients qui payaient et tout et qui étaient contents de côté. On a mis 0 € en marketing. Ça, je tiens à le dire. Genre, on n'a pas fait d'ads ou quoi. C'était, on y va, on call, on recommence, on y va d'arrache-pied. Et après, forcément, tu as tout ce travail de bouche à oreille. Tu as plein de choses qui se passent quand tu fais du bon travail. Et aujourd'hui, on est vraiment au début et on voit déjà quelques players venir sur le terrain et on voit qu'on a tellement de maturité sur ces 2 dernières années. Justement, on travaillait sur Regulars et sur une activité totalement différente que pour nous, c'est Boulevard, et on est trop content qu'il y ait enfin des gens qui font des choses similaires à nous, puisqu'en fait, ça va nous aider à évangéliser le marché qui est pas juste en France, mais il est en Europe, dans le monde et sur tellement de secteurs. Enfin, il y a les infopreneurs, il y a les e-commerçants, on n'en a pas parlé. Il y a aussi les écoles en soi qui veulent démarcher des étudiants pour venir souscrire. T'as des youtubeurs avec qui on échange en ce moment assez connus, des chanteurs, enfin bref, il y a vraiment un monde. Ça se décline à tout un tas d'activités, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le marketing, tu vois, avec les ads, les posts, ça va vraiment un petit peu bifurquer petit à petit et venir sur du conversationnel. C'est vraiment le futur, c'est le présent, c'est le futur. Zuckerberg a fait une annonce il y a 3 semaines pour dire justement qu'il allait incorporer l'IA dans les DM de base. Donc c'est sûr que les gens vont avoir besoin d'être équipés de gens compétents pour faire en sorte à ce que on n'est pas juste une IA comme ChatGPT où elle fait des pavés, mais qu'il y ait des vraies logiques marketing pour séduire, pour attirer, pour convertir et pour s'amuser aussi, tu vois. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat avec 3 questions. La première, c'est qu'est-ce qui est le plus important selon vous dans le fait d'entreprendre ? L'élément qui nous a permis d'arriver là où on est, c'est la résilience en réalité. Pour le coup, on a eu, comme tout le monde, comme beaucoup d'entrepreneurs, on a eu beaucoup d'échecs, on s'est vautré à maintes reprises et je pense qu'on va continuer sur plein de trucs. Et ça que je trouve ça stylé dans les personnes, dans les jeunes qui entreprennent, c'est que tous les échecs que tu te prends, en fait, t'apprends ça nulle part. Genre, il y a pas d'école de l'entrepreneur qui se vautre tous les matins pour recommencer. Donc, je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est ok, tu te vautres, faut que tu recommences, faut que tu retestes un truc. Et en fait, il y a pléthore de manières d'arriver à ton objectif. Faut juste que tu trouves ta manière de le faire qui correspond aux personnes avec qui tu travailles, avec qui tu es, etc. Et au bout d'un moment, tu vas trouver ton chemin d'une certaine manière. Mais je pense que c'est ça. Au début, il y a beaucoup de temps passé pour beaucoup d'échecs, pour beaucoup de très peu de choses finalement qui en émergent. Donc là, ouais, résilience en vrai, si pour moi, tu cravaches pas entre guillemets, ça peut être très dur au début d'y arriver, tu vois. Moi, je dirais l'optimisme peut-être ou la positivité en complément. Est-ce que pour aller dans la complémentarité de ok, il faut travailler dur. Si du coup tu travailles dur et t'es toujours enfermé,
c'est des énergies un peu négatives qui au bout d'un moment en fait vont te faire un burn-out. Et il y a des moments où moi je travaille tellement que je me dis putain mais est-ce que je suis à la bonne balance, parce qu'il faut se poser la question, c'est ultra important. Et du coup il faut toujours réussir à un peu remettre peut-être qu'il faut que je bosse un peu moins, ok on va réduire le scale là tu vois un petit peu, on va reprendre un peu de fun parce que c'était la base du projet depuis le départ, et comme ça on remonte encore plus ton scale. Donc je dirais vraiment avoir le côté en fait, c'est un jeu, tu vois, c'est un jeu. Et si ça te plaît, eh bien, en fait, tu vas faire des choses encore plus cool et plus efficaces, et le client va être encore plus content parce qu'on est dans du relationnel, même si au milieu de tout ça, il y a l'IA. Donc, ouais, je dirais le fun. La deuxième question, c'est comment est-ce que votre entourage vit votre aventure entrepreneuriale? Ouais, bah, moi, de mon côté, je pense que ma mère m'a toujours, j'ai un peu deux parents assez différents. Mon père est beaucoup plus dans la sécurité, où il était immigré, il arrive en France, donc il est beaucoup plus dans un mindset de ok, garde une position stable, etc. Donc de quitter son poste chez Salesforce en tant que manager pour devenir un entrepreneur qui se lance à zéro, c'était pas ouf, il avait très peur. Et comme il a peur, il me dit que c'est pas la bonne chose à faire forcément. Là où ma maman m'a toujours encouragé, tu vois, elle me pousse beaucoup, un peu trop optimiste peut-être du coup. Donc ça fait une bonne balance entre les deux. Et du coup non, ils sont assez fiers de moi. Après, c'est ça, je pense, avec Dylan, on a fait plein de petites choses. Les gens ne comprenaient pas avant. Genre, notre podcast de Grinta, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû rire parce que on faisait un peu les Cyril Hanouna. Attention avec l'actualité. Allez, on perd une autre audience. Très compliqué. Ça sent... plus de France. Ils sont deux. T'as pris tous les éléments. Non, mais on essaie de ramener vraiment du fun dans notre approche du... Il me dit, ok, c'est bon. Ça va. Dans notre podcast et dans notre média. Et du coup, forcément, comme on a pris cette direction artistique, disons, du fun, qui collait à notre image, bah, les gens sont foutus de nous, etc. Et puis, au bout d'un moment, ils ont vu que c'était sérieux, ils ont vu que ça aboutit à ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est grâce à ça que ça a fait, justement, le Smart Funnel d'aujourd'hui. Et donc, voilà, et ça fait partie du game. Et moi, je suis plus dans j'aime bien qu'on vienne me bully un petit peu, qu'on me dise que je suis moins bien. J'ai des origines aussi, donc ça m'est arrivé quand j'étais jeune, forcément Bretagne avec Dylan, vu qu'il n'y a pas d'autres étrangers autour de nous. On dit bon bref, voilà, on va pas rentrer dans un débat politique, mais du coup, forcément, moi, ça me remotive derrière pour être encore plus exemplaire, encore plus carré, et leur dire t'as vu, j'y suis arrivé, tu vois. Et je lui suis arrivé parce que je me suis tapé la honte, parce que j'ai pas eu peur de me mettre à nu, d'aller toquer aux portes, montrer une IA à des commerçants, parce que je suis allé vivre à Dublin alors que c'est pas du tout une ville qui fait kiffer, mais j'ai bossé. Enfin voilà, c'est un peu ma philosophie à travers ça. En vrai, je pense qu'on partage un peu les mêmes choses là-dessus. Moi de mon côté, c'est pas, enfin, pour le coup, ma mère elle est entrepreneur, donc je pense qu'on a une relation qui est un peu particulière par rapport au travail, par rapport à l'impact que ça peut avoir dans notre vie et tout. Je pense pas qu'on a ce truc de ok, ça c'est un temps de travail, du coup je travaille, ça c'est un temps privé. Genre on a la limite entre les deux, elle est très fine chez nous. Ma mère elle va des fois le dimanche dans son salon de coiffure coiffer une pote, puis après, enfin, du coup c'est très dans le délire de ok, je kiffe en fait ce que je fais, et du coup quoi qu'il, je suis pas en train de comparer si je suis dans le privé ou dans le pro, ou tu vois. Et du coup, bon, après, le problème, c'est que tu fais beaucoup d'heures, au final, parce que tu regardes pas trop ce que tu fais. Mais le truc qui est stylé, c'est qu'en fait, t'es en train de kiffer ta life à ce moment-là. Et quand moi, je bosse, en réalité, je me dis pas, ah ouais, je suis en train de bosser. Alors que je pourrais être à la place, je suis en train de me dire, ok, je suis en train de faire ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Genre, je crée mon truc, je monte mon truc avec mon pote, on fait un truc qui marche. Et en fait, c'est à côté, c'est pas juste, c'est un projet au side, c'est le projet de ma life, tu vois. C'est ce que je fais, c'est mon business, c'est ma life, c'est machin. Donc, en fait, tout ce qu'il y a autour, bah, forcément, ça vient se composer, ça vient compléter, ou ça en fait partie, mais je vois pas comme, tu sais, dissocié, tu vois. C'est vraiment, ouais, je bosse, mais c'est pas pour autant, par exemple, j'ai ma nièce qui rentre, je vais la prendre, je vais la prendre sur mes genoux, je vais lui parler, etc. Et puis elle va repartir, je vais retravailler. Il y a pas trop de je dissocie pas forcément les éléments. Donc, je pense que, de toute façon, quand on est entrepreneur, le pro-perso n'existe pas, dans le sens où c'est un tout. Ouais. Et en fait, les dissocier, ce serait complètement fou de le faire, en fait. Ouais, même s'il faut le faire un peu, tu vois, de temps en temps, le week-end, par exemple. Faut s'imposer de le faire, mais c'est vrai que c'est pas du tout naturel. Ouais, c'est clair. Clairement. La dernière question de cette partie, avant de passer à la partie des questions finales, est-ce que l'état d'esprit, c'est inné ou ça se forge avec le temps, selon vous? Je pense que en vrai, c'est, comment dire, c'est de l'acquis. Je pense qu'en fait, on est avec des compositions, des conditions, etc. et qui sont relativement normalisées. Je pense pas qu'il y ait de grosses différences à la naissance. Par contre, derrière, forcément, c'est toutes les expériences qu'on va se faire qui vont nous permettre de devenir un bon entrepreneur. Il y avait Guillaume Moubèche qui disait,
l'entrepreneur, ça s'apprend, tu vois, l'entrepreneur, ça s'apprend, c'est un vrai truc. Et en fait, au début, ce qu'un entrepreneur doit faire, c'est de survivre, c'est de trouver une manière de passer un maximum de temps pour bosser sur son business. Et en gros, la survie, c'est OK, il faut que je rentre des clients qui me payent mon revenu à minimum, mes dépenses, pour qu'en fait, j'arrive à avoir le temps suffisant d'apprendre pour évoluer, etc. Donc en fait, je pense que c'est ça, et c'est valable pour tout. Le sportif, c'est pareil. Si tu te passes pas du temps sur le terrain à jouer tous les jours, machin, tu n'y arriveras jamais. Et en vrai, c'est valable dans tous les secteurs. Un ingénieur, un scientifique qui passe pas du temps sur son sujet à apprendre, etc. Après, il y a différentes manières d'apprendre, et il y en a qui vont plus vite, etc. Certes, et il y a des méthodes qui te permettent d'aller plus vite, mais de manière générale, c'est que pour moi, c'est des choses que t'apprends. Donc ouais. Ouais, plus de ça se forge avec le temps. Ouais, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, je sais très bien que l'entrepreneur que j'étais il y a 1 an et demi, aujourd'hui, je me dis mais t'étais ridicule. Et dans 5 ans, même dans 2 ans, j'espère que je me dis mais t'étais ridicule. Et le but, c'est ça, c'est tous les 6 mois, tu regardes ce que t'étais il y a 6 mois auparavant, et il faut juste faut espérer, en tout cas, te dire, parce que sinon t'évolues pas, tu vois, te dire que ah ouais, j'étais pas ouf, ouais. Et c'est normal, c'est le truc, c'est l'apprentissage, c'est la courbe d'apprentissage. Ok, mais je pense moi que tu peux être un peu plus leader que d'autres dans ta personnalité. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est encore différent, et tu peux être quelqu'un qui entreprend juste parce que tu voyages. Ah, si tu t'entreprends d'aller voyager du coup et de devenir un globe-trotter, par exemple. Donc, je pense que l'entrepreneuriat en tant que tel, si on parle pas de business, juste de la vision de l'entrepreneur, en fait, si t'es quelqu'un qui se donne à fond pour une asso, ouais, toi, tu fais des manifs et tout, tu crois dans tes idées, t'entreprends. Donc, c'est pas forcément, de base en toi, mais par contre, tu le caractérises sous tes actions. Donc, je pense que ouais, c'est à force de pêcher, y aller, et sortir de sa zone de confort que tu, deviens un entrepreneur sous toutes ses définitions. Et même dans ta boîte, si t'es un salarié et que t'es pas un entrepreneur, pour monter en grade et pour que justement on se dit putain, il entreprend des choses, d'où la définition, il prend des initiatives, il faut y aller, il faut sortir de la zone de confort. Donc je pense que ouais, c'est ça, genre t'es peut-être plus un leader que d'autres, t'es plus disposé, mais ça fait pas toi un entrepreneur plus important. C'est comme, j'aime bien prendre l'histoire quand t'es amoureux et que du coup, tu restes 20 ans avec une femme et que du coup, tu t'es brisé parce que ça se termine. Et en ce moment-là, il va être ultra difficile pour toi de rebondir. Et si par contre, t'as eu plein de petites relations et que du coup, t'as déjà réussi à remonter la pente, etc. À ce moment-là, quand ça va arriver, quand t'auras 60 ans, tu seras prêt, tu vois, tu seras solide. C'est un peu la même chose avec l'entrepreneuriat ou même le salariat. Si t'as déjà vécu des trucs durs et tu t'es foiré, ou ça s'est super bien passé, mais t'as dû prendre des grosses décisions, à ce moment-là, tu seras beaucoup plus prêt. Ouais, je suis assez aligné avec vos deux points de vue. Moi, si je devais répondre à cette question, je pense que ce serait un peu des deux. Inné dans le sens où je pense qu'on a tous des caractéristiques différentes au départ, que ce soit introverti, extraverti, etc., qui vont quand même définir qui nous sommes, entre guillemets, dans la vie. Mais par contre, je pense qu'il y a peut-être 20% ou 10% d'inné et 80-90% qui se forgent dans le temps. Parce qu'effectivement, tu seras évidemment pas la même personne au début qu'à la fin, entre guillemets, si un jour il y a une fin dans ton aventure entrepreneuriale. Et en fait, c'est ouf, effectivement, à quel point t'apprends en un temps assez réduit, en fait. Parce que t'as pas le choix et que au début d'une aventure entrepreneuriale, t'es souvent en mode survie. Et dans le mode survie, quand t'as pas le choix que ça fonctionne, que d'aller signer tant de contrats parce qu'il faut que ça paye tes charges, il faut que ça te paye toi déjà au départ, puis ensuite tes charges, puis ensuite les gens que tu recrutes, etc., etc. En fait, ton état d'esprit, évidemment, qui va se forger avec toutes ces expériences, quoi. Donc, non, mais clairement. Mais je trouve ça ouf, ce que l'état d'esprit permet aux entrepreneurs de faire dans des conditions ultra extrêmes, quoi. Comme des sportifs de haut niveau. Ouais, clairement. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a assez fasciné, je trouve. Ultra d'accord. Et tu sais, t'as la partie un peu de l'inconscient aussi, dans le sens où, en fait, aujourd'hui, t'as un problème et tu vas passer des heures à essayer de comprendre, et même des jours et des semaines, etc. Et il y a rien qui va prendre. Et finalement, t'as ton inconscient qui bosse, etc. Et il y a des choses que t'apprends, que tu sais même pas que t'es en train d'apprendre, et tu vas te réveiller 6 mois plus tard, non plus tard, et tu vas forcément trouver la solution à ton sujet. Et il y a des trucs comme ça dans le business qui peuvent pop-up, où justement on se dit, ah putain, on n'est peut-être pas assez mature, etc. Et au final, c'est un sujet de maturité qui se prend, mais sans que t'en aies forcément conscience. Et
Il y a plein de sujets comme ça dans le business que tu vas traiter à une vitesse beaucoup plus rapide demain parce qu'en fait, tu as eu des déclics naturels en venant accumuler des expériences qu'aujourd'hui, t'es pas capable de faire. Et au début, c'est juste, faut acheter ton temps. C'est vraiment ça, c'est j'achète mon temps pour être capable d'avoir assez de temps pour comprendre assez d'éléments qui vont me permettre d'être successful et du coup, d'avoir des belles marges, de commencer à créer mon capital, etc., etc. Mais au début, c'est vraiment ça, c'est je dois rentrer de l'argent pour payer mon temps et m'assurer que j'ai assez de temps pour comprendre les problèmes que je rencontre, pour les déverrouiller et avancer. Ouais, Donc, complètement. clairement. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre discussion avec des petites questions rapides. La première, c'est qu'est-ce que vous faites pour aller mieux? Moi, ce que je fais pour aller mieux, initialement, j'adore l'océan, j'adore l'eau. Ce que je fais quand ça va pas trop et que j'ai envie de décompresser, c'est que je vais surfer, par exemple. Je vais à l'eau, je vais essayer d'aller dans des lieux justement ouverts, de pas avoir la tête dans mon PC, en fait d'essayer de décrocher mon cerveau du problème que je rencontre. Et souvent l'eau ça me fait vraiment du bien pour le coup. Moi, je m'isole, je reste chez moi. C'est l'avantage du télétravail parce que tu peux continuer à bosser et je laisse un peu, tu vois, descendre la chose pour revenir avec de l'énergie. Et très souvent après, je me remets une routine quand je suis down. Je me remets une routine et tout retourne comme une machine. Ouais. Et souvent, j'observe que je vais moins bien quand justement je lâche ma routine pendant très longtemps. C'est vraiment ça qui permet d'être une boussole. Ouais. Ouais, tu sens que ça te permet de recharger les batteries, quoi. Ouais. Et toi? Bah moi, c'est aussi un peu ça. Enfin, même beaucoup ça. Okay. Je sais que quand je sors d'une très grosse semaine de taf où j'ai rencontré beaucoup de gens, je suis un peu sorti de ma zone de confort sur pas mal de sujets, etc. Je sais que je vais être obligé de m'isoler et du coup ça me permet je peux rester complètement seul pendant une journée, 2 journées. Et c'est quoi, tu fais quoi quand t'es seul du coup? Tu fais rien, t'es comme ça, tu t'assois sur ta chaise ou tu fais un truc? Non, en fait, je vais aller voir des contenus, je vais apprendre des trucs, je vais me poser en fait. Je vais me poser mais avec moi-même, tu vois. La prochaine fois qu'on va pas bien tous les deux, on se retrouve, on sera tous les deux dans 2 salles différentes. C'est quoi votre plus grand rêve? Je suis émotif, fais gaffe. Non, moi, mon plus grand rêve, c'est de mettre mes parents bien. Ma maman, elle a une maladie, donc faire en sorte à ce qu'elle soit dans les meilleures conditions par rapport à sa situation et par rapport à mon papa aussi, le mettre dans un bon contexte économique, parce que mon père, du coup, ouais, ça, il revient, ce que je disais à un moment dans l'épisode, c'est qu'il revient de très loin. Aujourd'hui, il va bien et tout. On est passé, quand on était jeune, à des étapes où on avait des HLM, etc. J'ai jamais manqué de rien. Il a bossé pour. Et du coup, voilà, c'est un peu faire partir à la retraite plus tôt, par exemple, tu vois, ou ce genre de choses, parce qu'il est maçon. Et Dieu sait que quand je suis sur mon PC et je me plains, je repense à lui, je me dis, ok, c'est bon, j'y retourne, je rebosse. Ouais. Moi, je me suis toujours dit que mon objectif, c'est d'accomplir ce que j'avais envie d'accomplir. Donc en fait, de finir ma vie avec ce truc de ok, j'ai vécu les expériences que je voulais vivre. En fait, pour moi, c'est juste un truc de kiff, dans le sens où tu peux faire, c'est ça qui est stylé dans une vie, tu peux faire plein de trucs, tu vois. Genre il y a tellement de possibilités, il y a tellement de profils différents, les gens ont des vies, des motivations qui sont tellement différentes que juste c'est ça en fait, c'est de pouvoir vivre les expériences que j'ai envie de vivre, notamment de monter un business avec mon pote, de le faire successful, que ça fonctionne, qu'en même temps ma famille soit contente, que je puisse en même temps les aider sur leur activité. Enfin, c'est juste ça, hein. De manière générale, j'ai pas vraiment mon plus grand rêve, c'est d'être à, je sais pas, à Bali en train de surfer tout genre. Pas vraiment, tu vois. En vrai, je pense que je suis assez simple là-dessus pour le coup. Je pense que j'ai pas vraiment de trucs définis. Mais globalement, c'est juste de profiter de cette vie pour vivre mes expériences, tu vois. Genre, être sûr que, à la fin, j'ai pas de regrets, même si en vrai, c'est pas objectif, tu vois. En avoir le moins possible. Ouais, c'est juste de vivre mes trucs, tu vois. En fait, quand je fais un truc, si je suis en train de faire quelque chose, c'est parce que j'ai décidé que je voulais le faire, tu vois. Si je suis en train de bosser dans mon business avec mon pote et tout, c'est parce que c'est moi qui l'ai décidé. Tu vis tes rêves, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais vraiment, pour le coup, c'est ce truc de, si j'ai envie de faire un truc, c'est moi qui l'impulse, genre, et du coup, c'est un peu dans cette dynamique-là, un peu sur tout ce que je fais autour. En tout cas, j'essaye d'être comme ça sur ce que je fais autour, tu vois. Ouais. Moi, je pense que il y en a 2. Le premier, c'est d'arriver à trouver une certaine liberté dans ce que je fais. Et le deuxième, qui est très relié, c'est de faire kiffer mes proches, mes parents, mes amis. Je fais partie de tes proches ou quoi? Il a pas dit oui. Je pense que c'est ça mes plus grands rêves, entre guillemets, qui sont très connectés du coup. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, clairement. C'est quoi votre plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est pas de réussir à être heureux.
Parce que j'ai du mal à définir qu'est-ce qu'être heureux pour moi. On a fait un exercice ensemble avec Diane. On aime bien faire des petits points de temps en temps, un peu HR, tu vois, où on essaie de, tu vois, prendre la température sur plein de sujets, pas que quand ça va mal, mais juste pour tester, voilà, se poser des questions, tout ça. Et on s'est posé la question tous les deux, genre, à quel moment on se sent vraiment à fond heureux, quel est le goal même, enfin, tu vois, genre dans ta vie, il est où le goal ultime, tu vois. Je pense que c'est ça qui me fait peur, si finalement, tout au bout de ce chemin, je suis pas heureux, à un moment donné, bah, c'est que je prends peut-être la mauvaise direction, tu vois. Et ce serait, enfin, en toute humilité, aujourd'hui, je suis pas capable de dire est-ce que je suis arrivé à mon top du fait d'être heureux, parce que je suis sur la route 2. Cette route doit faire partie, je pense, de ce sentiment. Mais du coup, bah, vu qu'on est en début de business aussi, il faut être honnête. Genre, je peux pas dire ouais, c'est super, je bosse de 8 à 8. Ah ouais, c'est pas vrai. La période du charbon, là. Ouais, clairement. Moi, ce qui pourrait me rendre malheureux, c'est qu'ils arrêtent toutes les IA. Il y a plus de ChatGPT. Il y a plus de tech. Non, pour le coup, bah, du coup, je pense que c'est l'opposé de ce qui me rend heureux. C'est-à-dire que, en fait, tout s'arrête, tu vois. Du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, tout s'arrête et je peux pas vivre ce que j'ai envie de vivre. Je peux pas vivre des expériences avec qui j'ai envie, etc. C'est un peu ce truc de, ouais, trou noir et putain, trop tard, malheureusement, j'ai pas pu faire, ou j'ai pas pu, tu vois. Genre, je sais pas, le truc de. Le regret, quoi. Ouais, ou, tu sais, qu'on me coupe dans mon élan pour X raisons, tu vois, ou que même une personne de ma famille, bah, que j'arrête de pouvoir vivre les expériences que je peux vivre avec elle. Enfin, tu vois, c'est ce truc de, d'un coup, on m'arrête dans ma liberté de pouvoir vivre, tu vois. En vrai, c'est ça, tu vois. Ouais. Ok. Un objet Et toi? Ah. C'est la première fois qu'on me retourne à chaque fois la question. Ah oui? Moi, je pense que c'est très relié à la santé, je pense. Donc, ce serait d'avoir une galère en termes de santé qui m'empêche de faire ce que je fais et slash de perdre mes proches. Ok. Ouais, clairement. Ouais, donc la vie, la santé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est même pas relié au business. Ouais. Ouais, ça rejoint, ouais. Je pense qu'on se rejoint sur les... Oh, moi, la vie, je m'en fous. Franchement. Ah, mais oui, je vois la vision de... Est-ce que vous avez un livre à me conseiller? Alors, un livre, non, je suis pas un grand lecteur. J'ai acheté dernièrement le livre de Alex Hormozy. Eh bien, moi, je dirais plutôt un podcast, le Mastermind de Laetitia Fall, Marwan et Alexandre. Je sais pas si tu connais. Je connais très bien Alexandre. Alexandre, ok, ben moi je connais beaucoup plus les deux autres. On travaille d'ailleurs avec Marwan et Laetitia, j'ai fait un live avec elle. Et pour moi, genre c'est la thématique, elle est là. C'est en gros ils sont ensemble et ils débriefent sur des sujets. Et je trouve en fait comme ils sont pas toujours d'accord, bah, c'est ultra intéressant parce que ça te remet en question parfois. Ça manque peut-être de pratico-pratique, là où par exemple Vendu de Laetitia Fall, son podcast qui parle beaucoup de sales par contre, où tu sors d'un épisode à chaque fois, tu as des trucs actionnables, enfin tu sors, tu peux directement commencer des nouvelles façons de prospecter ou de qualifier ou de manager. Donc je dirais les deux là, Vendu et Mastermind. Moi pour le coup un peu dans le registre de podcast. En ce moment j'écoute un podcast quasiment tous les soirs. C'est un podcast d'Europe 1. Et en gros, ça te raconte des petites histoires sur l'histoire de l'homme, tu vois. Okay. Donc, il y a plein de trucs. Ça peut être, je sais pas, la dernière fois, c'était sur Leonardo di Vinci, tu vois, par exemple. En gros, c'est un podcast que j'écoute quasiment tous les soirs. Et c'est juste des petites histoires de, 15-20 minutes. Et c'est ultra cool. Je sais plus si c'est Europe 1, je sais plus quoi, mais je pourrais t'envoyer le truc. Okay. Tu m'enverras ça comme ça. Il adore les baleines, normalement. Ouais, j'adore j'adore les, en fait, okay. J'adore l'eau de base. Donc, tout ce qui est relatif à l'océan. C'est ça ton rêve, pardon de couper. C'est peut-être ça ton rêve, mec. C'est un poisson. C'est peut-être ça, ouais. Des gros geysers. Non, mais clairement, ça m'intéresse beaucoup, ces sujets de, genre, d'orques, de baleines, etc. Je trouve ça passionnant, tu vois. J'ai regardé un documentaire trop stylé qui est Au plus profond, sur Netflix. J'en ai entendu parler. Pour le coup, c'est incroyable. Genre, c'est une meuf qui plonge à des profondeurs de 120, 150 mètres de profondeur. Et c'est le documentaire, il est magnifique. Okay. Parce que justement, c'est, tu sais, environnement aqueux, etc. Enfin, d'eau. Donc, t'as pas de bruit. C'est genre les grandes étendues d'eau, etc. C'est juste incroyable. Et en fait, elle plonge et elle suit une ligne de vie. Et donc, elle plonge. Et au bout d'un moment, t'as la poussée d'Archimède qui fait qu'elle est en chute libre. Donc, elle a plus besoin de faire des mouvements et elle descend toute seule. Et elle descend. Et en fait, tu vois les couleurs, tu sais, du bleu de l'océan qui se transforme en un noir parce qu'elle arrive dans les profondeurs, tu vois. Et t'as la lumière qui s'allume, etc. Et elle tourne, naturellement autour de son fil, de sa ligne de vie pour aller récupérer le ticket qui est à 150 mètres de profondeur. Et après, elle remonte
Et du coup, quand elle remonte, poussée d'Archimède inverse, donc elle doit au début pousser avec ses bras, etc., alors qu'elle est dans le noir total. Et après, la couleur se réinverse. Et là, poussée d'Archimède, elle remonte. Et là, elle fait un blackout. Elle fait un blackout, ça veut dire qu'elle perd connaissance dans l'eau. La chute est Bon, bref. terrible. Documentaire, dingue. C'est très relié du coup à la question d'après. Tu as peut-être déjà répondu, mais est-ce que vous avez un film ou une série à me conseiller? Moi, je suis un gros consommateur de YouTube, en fait. Du coup, si je devais recommander des contenus, je dirais aller regarder Ben Never, par exemple. J'adore. Et j'étais en call avec lui aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Ok. Sur la partie. J'adore ce gars. Ouais, c'est vraiment une chouette personne en dehors de ce qu'on peut voir sur, c'est la même, en fait, c'est Oui, la même personne. pas. Puis en général, c'est toujours comme ça avec les youtubeurs. Et moi, je dirais d'aller voir ses contenus parce que je me suis souvenu qu'il y a 4-5 ans, quand même, je consommais beaucoup ses contenus pour, problèmes, même pas des problèmes, parfois juste des réflexions sexuelles. Entre mecs, entre ouais, potes. c'est ça, entre mecs, pour aller démystifier et un peu démocratiser le fait de parler de sexe entre bonhommes sans se dire, les trucs de bolos. Donc, je dirais Ben Never parce que, ouais, à ce moment-là, il m'a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, je regarde plus ses contenus, mais j'ai re-regardé depuis qu'on échange ensemble. Et du coup, je trouvais ça trop stylé ce qu'il faisait. Il a pas trop changé de personnalité, de valeur et tout. Ouais. Trop bien. Ouais, c'est sûr, ouais. Pour le coup, on a échangé avec lui et effectivement, c'est une très bonne personne. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose, mais que je ne vous ai pas posée pendant cet échange? Tiens, est-ce que c'est dur d'entreprendre avec un pote? J'avoue, c'est vrai. Ah, c'est une bonne question, ça. Bien vu. Moi, j'entreprends avec un pote aussi. Ah ouais? Ouais. Et alors? C'est peut-être pour ça que je voulais pas poser. Je vous laisse y répondre d'abord. Ouais. Du coup, ouais, est-ce que c'est dur d'entreprendre avec un pote? Je pense que non. Avec le recul, maintenant, ça fait des années qu'on a entrepris plein de choses ensemble. Et là, du coup, c'est vraiment 100% notre vie, quoi. Je dirais non, parce que déjà, tu dis les choses beaucoup plus directement. Alors, du coup, c'est ça un peu le côté, le dark side de tout ça. C'est que, du coup, quand tu vas faire un feedback, par exemple, tu vas être peut-être moins tendre. Ma fiancée me fait parfois la réflexion de justement... t'es peut-être un peu trop dur parce qu'elle m'entend sur un call, tu vois, je parle à Dylan et le lendemain je dis putain, et elle me fait remarquer, tu vois. Puis lui me dit ouais, je vais pas forcément trop remarquer, mais quand même, tu vois, du coup peut-être tu peux manquer de forme. Mais de manière générale, c'est aussi la confiance, tu vois. Enfin, quand tu t'associes à quelqu'un, tu peux toujours avoir ces trucs de réflexion, mais s'il me reprend mon projet, s'il se barre et tout, là franchement, on perd pas de temps sur ce type de réflexion. Ouais, je pense que tu vas beaucoup plus vite et puis ça reste une aventure, donc en soi c'est cool. Après, juste pour amener d'autres dark side que je pense c'est ultra important pour pas mélanger perso et pro, d'avoir un petit rituel qu'on avait beaucoup au départ, qu'on a de moins en moins parce que du coup aussi on a moins de temps, mais qui est tu vois, les petits points HR qu'on faisait avant, on les faisait vraiment toutes les semaines. On prenait la température de comment on se sent, où on se situe, est-ce qu'on a l'impression d'apprendre, est-ce que tu vois, et ça faisait vraiment du bien parce que c'était un moment pour un peu faire le tampon et c'était vraiment la barrière pro perso, parce que tu pouvais dire à la fin ok, est-ce qu'il manque un truc dans ma vie pour me sentir mieux par exemple. Du coup ça pouvait être avoir un cowork et du coup on va se dire ok, en vrai si ça compte tellement pour lui, on va le faire. Et voilà, en gros je pense que c'est important, même si t'es avec un pote, d'avoir une bonne récurrence et un petit moment privilégié pour parler de ces sujets-là, comme dans un couple en fait. Exactement. Donc il faut communiquer, tu vois. Et pour communiquer, c'est pas inné, il faut avoir des moments pour le faire. Ouais, je suis très aligné avec ça. Ouais, la confiance. Il est pas au courant, mais j'ai changé les statuts de la boîte. Il a plus de parts. Il n'a plus que 2%. Il a perdu toutes les parts. On en parlait hier avec des potes en buvant un coup et tout. Et je leur disais, justement, en fait, confiance à fond pour le coup. Et confiance à tel point où finalement, ça aurait pu arriver un scénario comme ça, tu vois. Où t'arrives avec ton pote et tu regardes même pas, justement, la création de la boîte, les statuts. Alors que de base, quand tu entreprends avec quelqu'un que tu connais pas trop, tu fais ça carré. Limite, tu prends un avocat pour faire un truc, un contrat encore plus béton, etc. Et là, on a tellement de confiance que on a changé les statuts, on a fait plein de trucs et tout. Et il dit, je suis même pas sûr qu'un jour, il s'est dit, tiens, je vais regarder concrètement qu'est-ce qu'il y a dans le contrat, tu vois. Et du coup, hier, je lui ai pas encore dit, du coup, on va se réveiller dans 10 ans, la boîte, elle vaudra, je sais pas, 200 millions, tu vois. Et il dit, il aura bu, il aurait pris un salaire d'entrepreneur tout pourri au début. L'enfer. Non, mais du coup, je rigole, non, c'est pas le cas, mais, important de... Mais non, clairement, en tout cas, le fait d'entreprendre avec un pote, c'est ça, il y a des avantages comme des inconvénients. Les avantages, c'est que, c'est ça, c'est my body, tu vois, dans le sens où t'es tout le temps avec lui, tu peux tout partager, il y a pas de,
genre tout le monde fait les extra miles. Il y a, quand t'as compris les intérêts de la personne avec qui t'es, on va dire, pour travailler. En réalité, c'est assez simple de faire coexister le projet. Tout à l'heure, on parlait de, ok, la boîte, c'est un intérêt. Les personnes qui travaillent pour la boîte ont leurs propres intérêts. Comment je fais graviter ces intérêts autour d'eux? Au final, nous, notre boîte, elle s'est construite autour de nos deux intérêts. Et en vrai, les évolutions et les décisions qu'on prend, c'est relatif à nos deux intérêts perso qu'on essaie de micmac pour justement avoir un intérêt de boîte. Donc ça, forcément, derrière, ça dégage une envie, on va dire, d'entreprendre qui est relativement forte. Et t'as deux mecs, deux cerveaux, deux puissances qui en fait courent dans le même sens et à 3000 à l'heure. Donc ça, c'est ultra puissant. Comparé à être solo, alors c'est bien, tu vas porter ton truc, mais il va falloir ça. T'as des relations totalement différentes avec les gens qui vont bosser sur ton projet. Tu vas pas avoir le même degré d'implication forcément. Enfin, il y a plein de trucs qui vont. Les inconvénients? Et les inconvénients, c'est ce que t'as dit. Pour le coup, c'est ok, on est potes, du coup, on va se taper des bars en buvant des coups ensemble, on sort ensemble, etc. Et on se parle en mode pote. Et forcément, quand t'arrives dans le taf, on est censé créer un peu une différence. Et le truc, c'est que tu peux vite glisser, et on le voit en plus, pour le coup, tu peux vite glisser vers de toute façon, c'est mon pote, donc je lui parle comme j'ai un peu envie. Alors qu'en réalité, ça va l'impacter énormément mentalement, psychologiquement. Derrière, il y a une influence parce qu'on passe quand même énormément de temps sur le travail. Ça représente 90% de nos journées en réalité. Donc le fait qu'il y ait une mauvaise relation dans le taf, ça impacte tout ce qu'il y a autour en réalité. Et on le voit enfin pour le coup, et ça arrive encore. Et voilà, tu vois. Les deux dernières questions. La première, vous m'enverrez ça sur WhatsApp. C'est quels sont les entrepreneurs que vous me conseillez pour un prochain épisode. Vous m'enverrez ça sur WhatsApp directement. Et la dernière que je pose sur chacun de mes épisodes depuis un certain moment, c'est quoi pour vous un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait un petit peu, qui sort de sa zone de confort. En fait, je le définirais vraiment comme ça. Parce que quand tu sors de ta zone de confort, tu entreprends quelque chose. Et que même si tu sors pas de ta zone de confort, tu peux entreprendre. Mais pour moi, la vraie définition d'entreprendre, en tout cas quand j'imagine dans ma tête, je vois quelqu'un qui est là, qui met sa chemise alors qu'il était en Marseille en train de boire du coca comme ça, qui était pas bien sur son canapé, qui se dit ok, j'y vais. Je sais pas ce qu'il va faire cette personne-là, mais c'est vraiment comment si je devais en faire un dessin que j'imaginerais. Ouais, c'est bien, c'est bien imaginé, ouais, pour le coup. Moi, la manière dont je vois un entrepreneur, en tout cas, c'est quoi un entrepreneur? Pour moi, j'en ai parlé avec un pote il y a pas longtemps, et j'aime bien le comparer avec un pilote de Formule 1. En fait, il y a une série que j'ai vue récemment, même je suivais, je regardais la série, la Formule 1, etc. Et je pense que c'est assez similaire, dans le sens où un pilote de Formule 1, de base, il doit être dans l'idée de peu importe les conditions dans lesquelles je suis, je dois être le plus performant de moi-même. Pas forcément le meilleur, etc., mais le plus performant de moi-même à un moment T, tu vois. Et en fait, tu dois toujours être dans le délire de, t'as beaucoup d'informations qui viennent, il y a énormément de pollution, tu reçois beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses qui se passent, le marché est constamment en train de bouger. Et du coup, tu dois aussi prendre des décisions par rapport à ça. Et finalement, un pilote de Formule 1, c'est pareil, tu vois. Il est par rapport à une situation donnée, il y a un concurrent, il y a un virage, il y a de la vitesse, il y a plein de choses, plein d'éléments qui se perturbent en même temps. Et finalement, il doit trier tout ça pour prendre la meilleure des décisions qu'il aurait pu prendre à ce moment-là. Et en vrai, j'aime bien le comparer comme ça. Et du coup, c'est pareil. Que ce soit temps sec comme temps pluvieux, finalement, on s'en fout que tu sois bon en pluie ou en temps pluvieux. En fait, tu dois juste être bon. En fait, on n'attend pas à ce que tu sois le meilleur, mais on sait que tu donnes la meilleure performance de toi-même à ce moment-là, parce que c'est un challenge, c'est long, tu auras d'autres compètes après, etc., etc. Donc ça, un peu le délire de sportif de haut niveau avec la partie prise de décision rapide du pilote de Formule 1 sur tous les terrains de jeu, tu vois. Et ce seront les mots de la fin. Merci à tous les deux pour cet échange. Merci à toi également. Et toujours la bienvenue à Lisbonne. Tu reviens quand tu veux pour faire un épisode. Puis on viendra à Montparnasse. Avec plaisir quand tu voudras revenir à Paris. Avec plaisir. Merci beaucoup. On mettra évidemment tous les liens en description, vos liens également d'Insta, LinkedIn. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. À très vite. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.